cette émission de blagues et d'actu qui vous titille le vendredi. Mes chers téléspectateurs, attention, mes chers camarades, ce soir c'est pas n'importe quel vendredi, parce qu'on est un vendredi 13. Et puis donc c'est le bon moment, le vendredi 13, pour aller danser sous une échelle comme ça et puis caresser un chat noir. Alors je sais, certains vont me dire, mais non Nicole, justement, comme on est vendredi 13, ne passez pas sous une échelle, ne caressez pas un chat noir, sinon ça va être triple malheur. Et ben voyez, moi, Josiane, j'ai envie de vous dire une chose, je trouve que c'est dommage un petit peu cette pensée comme ça de dire, oh vendredi 13, vous voyez, ça imprime une espèce d'envie de rejet, d'exclusion. Je trouve que c'est discriminant par rapport à un samedi 14, un mardi 8. Et nous, chez Piquante, on n'aime pas trop la discrimination. Donc c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui pour dire, bah, on peut s'affranchir un petit peu comme ça de ses croyances et dire, regardez, on peut très bien porter du vert et ça porte pas du tout malheur. D'ailleurs, sinon ça se saurait parce que vous savez, Sandrine Rousseau qui est très souvent habillée en vert, bah, si ça portait malheur, le vert, elle arrêterait pas de se faire harceler et elle... Bah, bref, nous on est là pour montrer que justement ce sont des croyances infondées. Donc nous ce qu'on va faire ce soir chez Piquante, c'est qu'on va essayer de retourner les a priori comme on retourne ce pain sur la table. Ouais, on va renverser les conventions comme on renverse ce sel sur la table. Oh, et on va ouvrir les esprits comme on ouvre ce parapluie à l'intérieur. Si et... Bah voilà. Pour montrer que ça porte pas du tout malheur. Et est-ce qu'on va faire, c'est surtout toucher du bois avant de lancer un bon sommaire, bien sûr. Wouh! Et ce soir, dans Piquante, évidemment, nous recevons le comédien et l'humoriste, auteur, producteur Jérémy Ferrari, avec qui nous allons rire, mais de sujets sérieux, ceux de son spectacle, comme la médecine, l'addiction, les troubles mentaux et les excès. Et justement, les excès, il en fait pas mal lui aussi. C'est notre deuxième invité, il est boulimique de travail, il a animé près d'une dizaine d'émissions télé, il a été à la tête de 6 restaurants, sorti 6 livres, et il devient le chef exécutif d'un grand palace parisien. Il s'agit de Norbert Tarrer, bien sûr. Et c'est pour nous l'occasion, évidemment, de décrypter l'engouement autour de la cuisine et des chefs dans les médias. Et qui c'est qui s'occupe de ça? Eh ben, c'est Marine Léonardi qui fait sa première dans Piquante ce soir. Alors, Marine, comment ça va? Vous allez bien pour cette première? Nicole, je suis très heureuse d'être sur Quotidien. Non, c'est l'autre, nous. C'est Piquante. Non, mais on vous mettra un petit panouet, bien sûr. Voilà. Alors, et bon, et Thaïs Vauquier est là aussi, Thaïs Vauquier, bien sûr. Ah, alors, Thaïs Vauquier, j'ai une petite question. Dans quel monde incroyable et quelle activité encore méconnue allez-nous vous faire découvrir aujourd'hui? Alors, oui. Bonjour. Bonjour, déjà. Smart Business Big Impact. C'est-à-dire on rend l'antenne. Non, oui, alors c'est-à-dire, c'est les rois du numérique. Ouais. Il faut que je reprenne mes notes. Hein. Le marketing 4.0. Ouais. Sinon, c'est chiant. Start-upper de demain, Bitcoin. Ah oui, ça y est, je l'ai. Ok, Voilà. ouais, voilà, ça y est, oui, ça y est. Ah oui, avec Voilà, le. c'est- Ah bah, écoutez, on a hâte, hein, j'ai vraiment. Putain, on a hâte, bah oui. Et on a hâte également de découvrir comment l'actu va être pressurisée par les merveilleuses Laura Domange, Marion Séclin, Antonia de Randanger, Mao qui est là ici. Et puis hâte de savoir aussi comment vont réagir nos invités à la plume piquante de Farah et de son roast. Oh là 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 là. Et puis, ce dont on a hâte, évidemment, c'est également que j'arrête de dire le mot hâte et puis que je commence en fait cette émission. Eh bien, écoutez, justement, puisque en ce vendredi 13, il est un petit peu comme notre chat noir, hein, c'est-à-dire que sous son aspect sombre, on ne verra que le ronronnement et la douceur et quelques coups de griffe bien placés. Je vous demande évidemment d'applaudir notre invité. Merci d'accueillir Jérémy Ferrari. Oh oui! Ah oui, j'ai vu. Vous avez mis le petit ruban Je dois vraiment faire peur parce que la dame, elle est venue me voir en coulisses, elle m'a dit « Ça vous embête de le mettre? Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. » J'ai dit « Mais si, je vais le mettre avec plaisir. » Ah, mais peut-être qu'elle ne voulait pas vous le mettre là. Ah, peut-être, vous voulez pas me le mettre là. Peut-être. On ne sait pas. Oh, écoutez, on ne sait pas. Est-ce que vous allez bien? Mais très bien. Même si on est vendredi 13. Oui, mais je suis pas très superstitieux, moi. Vous n'êtes pas superstitieux? Pas du tout. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses paranormales dans la vie? Paranormal, à part ma famille, non. Non, j'ai pas vraiment d'expérience. Mais on avait quand même une famille, où on faisait des séances de spiritisme. Bah, bon, une famille alcoolique, hein, attention. Hein. Ah oui. Mais on avait quand même une famille où effectivement on faisait bouger les trucs, on essayait, on allait voir les lettres comme ça. Mais bon. c'est vrai?
Ouais, on faisait ça. On faisait ça. ouais. Mais tard dans la nuit, alors, je répète, avec beaucoup d'alcool. D'alcool avant, C'est exactement. pas ça le matin. Et peut-être ça permet d'ouvrir des portes qu'on ne soupçonne. Non, et non, c'est là, la modération, c'est ça qu'il faut dire. Avec modération. Avec modération. Et maintenant, moi, une fois, il m'est arrivé un truc paranormal, puisque vous me posez la question. C'est que j'avais fait comme ça, c'était dans l'émission, et j'avais fait une transition qui était à la fois concise et compréhensible. Et là, j'étais là, oh my God, que se passe-t-il? Voilà. C'est un rêve, ça. Ouais. Et je regarderai les replays et je vérifierai quand même. Jérémy Ferrari, vous venez pour nous parler de votre spectacle Anesthésie Générale qui poursuit sa tournée jusqu'à envahir bientôt l'Accor Arena les 9 et 10 mars 2024. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que le 9 c'est déjà complet. Ok, le type. Ouh. Bon, d'accord. Mais avant de parler de votre actualité, charité mal ordonnée, je vous propose qu'on parle d'abord de celle des autres, et notamment de quelqu'un dont vous appréciez beaucoup le travail, à savoir Elisabeth Borne. On va faire un petit jeu qui s'appelle le vrai de l'info. Alors je vous explique, on va vous montrer 4 unes d'actualité, et à vous de nous dire, d'après vous, quelle est la vraie, la seule, l'unique parmi les 4. D'accord ? Attention, c'est parti. Première une. Elisabeth Borne ne comprend pas pourquoi les Français sont si réfractaires au 49.3. Deuxième une. Elisabeth Borne ne comprend pas pourquoi les Français ne la comprennent pas. Troisième. Elisabeth Borne ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas les Français. Et quatrième une. Elisabeth Borne ne comprend pas pourquoi il y a encore des moustiques au mois d'octobre. J'hésite vraiment entre la première et la dernière. Parce qu'elle est vraiment capable, je pense, de nous parler des moustiques en octobre. Et pour tout vous dire, Nicole, j'étais au restaurant tout à l'heure avant de venir vous voir. Avec Elisabeth Borne avec Elisabeth Borne. Non, pas avec Elisabeth Borne, mais je me suis fait piquer par des moustiques. Donc je me dis peut-être que la vie m'a envoyé tout à l'heure des moustiques pour que je puisse, vous voyez ce que je veux dire, réagir correctement. Mais je vais quand même dire la première. Je pense que c'est quand même la première. Eh ben non, c'était pas celle-là, mais c'est bien tenté. C'est les moustiques ? C'était bien tenté. Non, c'est la troisième. C'est Elisabeth Borne ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas les Français. C'était une de Libé qui est assez lunaire, je vous l'accorde. Mais elle a dit ça texto ? Alors, quasiment, oui, quasiment. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas les Français. Alors, moi, c'est vrai que mon devoir de neutralité impose le fait que, en tout cas, je ne peux pas dire de ce pourquoi elle ne comprend pas les Français, dans le sens où on n'a pas tellement de preuves. On ne peut pas dire... 49.3, il casse des services publics. Voilà, ça, je peux évidemment pas en parler, et notamment parce que j'ai des problèmes de voix en ce moment à cause des changements de température, inaction climatique. Pardon, excusez-moi. Vous, Jérémy, à votre avis, pourquoi Elisabeth Borne ne comprend pas les Français ? Pourquoi elle ne comprend pas qu'elle ne comprend pas ? Ouais. Oui, pardon, plutôt. Mais je pense qu'en fait, je pense que la réponse est dans la question. C'est parce qu'elle ne comprend pas les Français qu'elle ne comprend pas pourquoi les Français ne la comprennent pas. Je vais aller trop vite ? Non, c'est très juste. Je pense qu'en réalité, la réponse est vraiment dans la question. Oui. Je pense. Et est-ce que vous, en revanche, vous comprenez Elisabeth Borne ? Non, mais je comprends pourquoi les Français ne la comprennent pas. Ah, ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Mais est-ce que, par exemple, s'il y avait une autre femme en tailleur qui approche, voilà, c'est pas lié à sa façon de s'habiller. Je veux dire, s'il y a une autre femme en tailleur qui vient sur ce plateau, vous serez susceptible de la comprendre. Ah, je pense, oui. Ah, écoutez, ça, ça c'est pas une transition concise, ça, et compréhensible. Pour une fois, voilà. Excusez-moi. Si vous l'aviez pas commenté, elle aurait été concise. Mais comme vous l'avez relevé qu'elle était concise, du coup, elle est plus concise du tout. Mince, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Bon, en tout cas, je vous demande évidemment d'accueillir, mesdames et messieurs, notre experte de l'enquête, notre pointu de l'actu, c'est évidemment Laura Domange et son journal Le BF Meuf. Magie, prompteur, allumé. Abrac, oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 13 octobre 2023. Cela fait maintenant 72 ans que la télévision existe et seulement 1 an que le temps de parole des femmes représente 36% des ondes. Un pourcentage à l'image de notre dernier bilan de papillomavirus. Pas terrible. Et qui coûte cher. 90 balles non remboursées. Il semblerait que les médias dits mixtes aient oublié le fromage dans leur sandwich à info. Et en 2023, les femmes en auraient marre d'être prises pour des jambons. Célèbre citation de la Micaline.
BF Meuf, c'est chaque semaine une chaîne 100% consacrée aux femmes et qui demeure à leur image, c'est-à-dire très mal payée. Parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie, BF Meuf, c'est avant tout une chaîne d'infos. Tout de suite, l'infouf. Pornographie, le 27 septembre 2023, un rapport dénonce un système de massacre des femmes à but lucratif. Que de surprises, d'étonnement, car en effet, se faire étouffer, frapper, insulter nous semblait jusqu'alors plaisant. Devant donc la stupeur de la conclusion de ce rapport, on peut se demander si une autre étude conclura en 2023 que l'essence, ça pollue. Santé, un nouveau régime fait sa grande entrée en France, plus efficace que Ducan et plus populaire que Weight Watchers, la pauvreté. International, Donald Trump a récemment été déclaré coupable de fraude financière après avoir exagéré la taille de sa fortune auprès d'une banque. On peut se demander en même temps si on envoie un mec en prison à chaque fois qu'il exagère sa taille, autant faire les premières dates directement à Fleury-Mérogis. France, les punaises de lit. Oui, alors attendez, parce que je crois qu'il y a un petit problème, c'est les autres punaises de lit dont on parle. Voilà. Je comprends, c'était confusant. Véritable fléau qui inquiète les ménages et plus particulièrement les ménagères. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures radicales, verbaliser le mot punaise. Une mauvaise nouvelle pour nos amis les Marseillais, les plus distingués, qui avaient alors troqué l'expression putain par le nom de l'insecte. Notre équipe s'est rendue sur place afin d'observer le phénomène. Ah, punaise! Ah, insecticide! Ah, insecticide. On remercie le gouvernement pour sa lutte efficace. Flash info, alors a priori, si oui ne veut pas toujours dire oui, il semblerait qu'une femme qui dit non, ça voudrait bel et bien dire non. Une mauvaise nouvelle pour les acteurs Gérard Depardieu, Russell Brand, Harry Habitant et... Ah oui, pardon, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que pour tous les nommer, il faudrait un temps d'antenne supérieur au film Oppenheimer. Je rappelle que nous sommes sur BF Meuf, journal d'information exclusivement consacré aux femmes, mais pas trop long quand même. Une rentrée scolaire marquée par l'interdiction de l'abaya en France. Ah bah, y a pas à dire, on s'y attendait pas. S'habiller pour les lycéennes serait devenu un casse-tête, mais certains corps de métier ont décidé de leur venir en aide, comme par exemple cette styliste spécialisée en tenue correcte. Notre équipe est allée la rencontrer sur place. Reportage Laura Domange. C'est ici que Soraya pratique un métier d'avenir. Styliste et consultante en tenue correcte. Voilà, c'est quand même plus républicain. Tu vois là, voilà, avec un haut comme ça, là, tu risques de déconcentrer tous tes camarades là. Ouais. Une tenue correcte, c'est très simple, c'est une tenue qui est pas trop exubérante pour pas déconcentrer ses camarades, qui est pas non plus trop habillée. Je dirais qui est pas trop sombre parce que ça peut faire religieux. Attention, qui est pas trop sport, enfin en dehors des jours de PS bien entendu. Qui est pas aguicheuse, pas trop habillée, pas non plus usée. On s'habille comment en fait? Ah bah comme on veut, C'est un pays libre, on est en France. Oula, non coquine. Le but c'est d'acquérir du savoir, pas une MST. Vous pensez qu'au lycée, il n'y a que les femmes dont on contrôle le look vestimentaire? Non, pas qu'au lycée. Dans les lieux de culte par exemple. On va se couvrir les épaules pour entrer dans une église. Par contre Jésus à moitié à poil avec une jupette, personne l'emmerde. Trop court. Trop court. Trop long. Ouais, non, impossible. Là, faut que tu mettes un soutien-gorge, c'est de la provoque. Non, tu vois, le problème, c'est pas le haut, c'est les seins. Allez, directement, on va les enlever. Ouais. Tu vois, pour moi, on est entre ça et ça. Ah non, c'est trop risqué. Mais qu'est-ce qu'il veut, Attal? Qu'on s'habille comme des sacs? Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. C'est trop court. Vas-y, la manche. La manche. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Génial. Ah bah, tu vois, là, pour moi, c'est nickel, là. Tu vois, pour moi, ça, c'est super. Super. Puis, tu vois, l'avantage, c'est qu'en cas de pluie, t'as juste à le mettre comme... Ouais, non.
Non, non. Ouais, non, en cas de pluie, tu laisses comme ça, voilà, les cheveux bien apparents, voilà. Bon, bah pour moi, c'est bon, ça fait une tenue. Moi, je veux pas d'un truc qui vient d'une industrie polluante et qui fait parler Ouïghours. Moi, on m'a demandé une tenue correcte, hein, pas une tenue éthique. Donc elle est gentille, Greta Thunberg, mais avant de penser à la planète, elle va penser à son bac français. Pour cette année scolaire, il se pourrait que pour les jeunes filles, aller en classe ne rime pas avec avoir la classe. Génial, tu vois, là, pour moi, on est parfait. On n'est pas trop large, pas trop moulant. En plus, en ces temps réchauffement climatique, c'est super parce que c'est une matière bien isolante. Puis tu vois, comme c'est imperméable, c'est bien pour la piscine aussi. Bah, tu vois, on a trouvé. C'est bien, elle est contente. Beau boulot. Reportage très instructif. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la séquence tant attendue, car le débat n'est pas exclusivement masculin. Non, tout de suite, la séquence débat. Et Nicole, bien entendu, pour qu'il y ait débat, il nous faut... débattre. Eh oui, allez, c'est parti. Le sujet de cette semaine sera pour ou contre la cigarette électronique dans les établissements scolaires. Eh ben moi je dis pour, parce que je pense qu'on est libre. Moi Pour. je dis contre. Non, Voilà. pour. Pour. Mais moi je dis pour. Moi je dis pour. Contre, moi. Moi je dis contre. Moi je dis contre. Mais non, vous... Mais non, et si, non, moi je dis. Attends, moi je dis. moi je dis pour, moi. Eh ben non, mais moi c'est ce que j'ai. Alors vous êtes... Attendez, vous êtes pour. Alors, Vous êtes attendez, on pour quoi? recommence depuis le début. Ok, vous êtes Pour ou contre? Eh ben ça dépend quoi. Voilà. Pourquoi? Alors, pour, moi je suis pour qu'on interdise la cigarette électronique dans les établissements scolaires. Ah ben voilà, parce que moi j'étais contre le fait qu'on n'interdise pas. Finalement on est d'accord. Oui. Oh, bah, voilà, on est d'accord. Alors comme quoi dans la vie c'est quand même plus facile de se mettre d'accord entre battes qu'entre bites. Allez, à la semaine prochaine. Oh, et vous restez avec nous, Laura Domange? Ah mais volontiers. Ça va? Mais là, j'ai compris. Je sais plus. Ah oui, là-bas. 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 Jérémy Ferrari, vous, en cas de dispute, vous êtes plutôt batte ou argument? Plutôt argument, je suis un homme. Allez, allez, bim, d'accord. Alors déjà c'est une réponse misogyne, mais je vais vous dire c'est surtout une réponse typique d'un mec qui est ceinture noire de judo. Ah, ça, non mais c'est toujours les mecs qui sont ceinture noire de judo, oui, moi, je. Non, suis en pour plus, les moi, je suis arguments. très argument, vraiment. Moi, j'aime bien qu'on s'assoit, qu'on discute. Je découpe tous les arguments de l'autre, je prends Mais oui. mes arguments, Mais évidemment, on les met en vous êtes contrebalance. ceinture noire de je suis très judo, argument. donc si jamais vous mettez une patate à l'autre, il meurt. Donc ça vous met un genre d'apaisement. Moi, je n'ai pas ça. J'ai des tout petits bras, donc je suis obligée de compter sur des objets. Et sinon, pour de vrai, est-ce que vous êtes déjà battu en dehors du tatami? Oui. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si elle ne me connaissait pas. À quelle occasion? Non, je vous ai jamais vu vous battre. Non, ben non, je vais pas me battre en bas de chez vous. J'attends que vous soyez loin. Non, mais oui, j'étais jeune, j'ai un tempérament un peu foufou, et j'étais pas celui qui cherchait la bagarre, mais j'ai pu manquer un peu de diplomatie dans ma jeunesse, ce qui n'arrive plus maintenant. Ça fait très longtemps que je me suis pas battu, mais non, si je dois être totalement honnête, je vais pas dire je me suis jamais battu, c'est pas vrai. J'avais un tempérament un peu, voilà, j'étais un petit peu. Et vous êtes du style à... Non, mais en tout cas, vous avez vraiment l'air honnête parce que vous êtes du... Ah, mais je suis complètement honnête. Non, mais donc moi, si par exemple je fais, j'essaie de faire votre bio, a priori je vais y trouver des informations qui sont... vous pouvez mettre bagarre, vous pouvez faire un... Je vais faire un chapitre bagarre. Un petit chapitre bagarre. Malheureusement je ne l'ai pas fait, mais on va quand même voir votre parcours, parce que c'est le moment de la Paula Bio. Jérémy Ferrari, vous naissez à Charleville-Mézières et très tôt, vous vous démarquez par votre singularité. Vous grandissez aux côtés de vos deux parents, Muriel et Fabrice. Oui, singularité. Regardez, c'est ça, cette singularité. Ça, c'est vous, hein? Mais vous voyez, déjà, je suis déjà un peu dans la bagarre. Hein. On sent qu'il y a déjà... battu avec le feutre. Il y a une petite révolte, déjà. Ouais. Donc, vous grandissez aux côtés de vos deux parents, Muriel et Fabrice, qui tiennent un magasin d'alimentation et dont vous êtes le fils unique. Je dis bien fils unique parce que l'autre, c'est un chien. Ça n'est pas un fils. Et gros travailleur, vos parents... Enfin, surtout votre maman vous offre une éducation stricte, teumant, dévergondée. Puisque, par exemple, c'est elle qui vous fait piéger le jardin de pétard pour surprendre votre père. C'est elle qui vous fait écraser des boules puantes dans le bureau de tabac. Et c'est aussi elle qui vous fait croire que ce tapis roulé dans le hall de l'immeuble, ce n'est autre que le corps emballé du jumeau mort de votre parrain. Et vraiment, on se demande d'où vous tenez cet humour noir. C'était très, très drôle, quand même. Dans lequel... Surtout quand on a su que c'était vrai.
Non mais c'est vrai, elle vous a fait croire ça? Ouais, mais ma mère, elle me faisait toujours croire plein de choses. C'est vrai que mon père rentrait tard. C'était pas dans le jardin parce que j'ai pas eu un jardin tout de suite. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi dans un quartier populaire de Charleville et mes parents, ils avaient le petit commerce de proximité et juste au-dessus, on avait l'appartement dans lequel on vivait. Et ma mère, mes parents, comme ils travaillaient tout le temps, ils m'avaient vraiment que le soir. Donc ma mère, elle venait me récupérer chez la nounou. Et donc on avait une heure et demie avant que j'aille me coucher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ma mère, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on rigole en fait. Après, j'ai eu des parents qui m'ont eu très jeune. Ils m'ont eu à 20 ans, donc quand j'en avais 8, ils avaient 28 ans, donc ils étaient plutôt en mode comment je vais le faire à marrer. Et même ma mère, le soir, elle me lisait pas d'histoire, elle me disait tu me donnes 2 mots ou 3 mots et je te raconte une histoire avec. Donc je disais lapin, batte, d'ailleurs qui n'est pas une batte, hein, c'est un gourdin que vous aviez tout à l'heure dans la main. Enfin, et le mansplaining, et le mansplaining, dis donc. Moi je vous le dis, c'est pour vous, c'est quand les gens regardent l'émission, ils voient un gourdin, on dit que c'est des battes, c'est pas des gourdins, c'est pas des battes, c'est des gourdins. Et... On ouvrira un forum pour le critiquer. Merci. Non, c'est des gourdins. Personne ne dira que c'est une batte. Excusez-moi, bon, alors, attendez. Ferrari, vous n'êtes pas une voiture. Allez, boum. Personne n'en fait état. Bravo. Ça, bien dit. C'est vrai. Non, c'est bien dit. Donc voilà, on était beaucoup dans le rire. Effectivement, ma mère, elle aimait bien. On piégeait, comme mon père rentrait un tout petit peu plus tard, on piégeait la porte, on piégeait tout, on mettait des trucs dans son lait, et on allait au bureau de tabac écraser des boules puantes. D'accord. Mais votre père va mieux depuis? Mon père. Mais ma mère, elle a fait des trucs à mon père. Ma mère, elle dessinait assez bien. Enfin, elle dessine, je ne sais pas pourquoi je parle d'elle comme si elle était morte. Elle dessine plutôt bien, ma mère. Et un jour, elle vient me voir dans ma chambre pour me raconter mon histoire. Et puis elle me dit, ce soir, je ne vais pas te raconter une histoire, il faut que je te dise la vérité sur ton père. Je dis, ah bon? Et oui, tu sais, ton père a fait de la prison. Moi, je sais que tout ça, c'est des conneries, donc je suis déjà mort de rire. Hein. Elle me dit, tu sais que ton père a fait de la prison? Je dis, ah bon? Elle dit, oui, il a fait de la prison parce qu'il prenait les sacs des vieilles dames dans la rue. Bon, c'est pas glorieux, elle me raconte ça. Et elle commence à me dire, en prison, il s'est fait un tatouage. Et je dis, ah bon, mais... Ah bon, et elle me dit en fait il a un aigle énorme dans le dos, mais il le cache, il met de la crème, il s'est fait ça en prison et tout. Donc je dis mais je veux le voir. Elle va voir mon père au salon qui est en train de regarder la télé. Elle lui dit vite. Elle lui dit viens, j'ai dit. Et elle va dans la salle de bain. Et en fait moi j'étais fan de Pouic Pouic. Vous savez ce film de De Funès où il y a une princesse qui promène un petit poulet. Et ma mère quand elle me dessinait Pouic Pouic, elle faisait toujours un petit poulet ridicule avec 2 poils comme 2 cailloux, 2 poils sur la tête comme ça. Et donc elle va dans la salle de bain avec mon père et avec le dos du stylo, elle fait croire à mon père qu'elle est en train de lui dessiner un aigle énorme, un aigle royal dans le dos. Et mon père, qui est assez sportif aussi, assez musclé, alors il arrive comme ça fièrement dans la chambre, il fait comme ça avec sa robe de chambre, il la baisse comme ça et il contracte les muscles de son dos et elle lui avait dessiné un petit poulet comme ça, ridicule, entre les omoplates. On faisait toujours que ça, quoi. C'était beaucoup de rire, beaucoup de déconnades. C'est-à-dire elle a piégé 2 personnes en même temps, en fait. Ouais. Moi et mon père. Mais on faisait beaucoup de ça, c'était beaucoup de rire. Bravo à Muriel. Bravo Muriel. Bravo. Bon, en tout cas, vous avez hérité du talent de votre mère. Alors, je ne sais pas si elle a eu fait, tous les domaines dans lesquels vous avez excellé, puisque vous avez été aussi très bon. Vous avez fait de l'équitation, du judo, du théâtre. En revanche, vous n'avez pas été très loin dans cette activité. Attendez, comment ça? Celle où il y a les gens sont sous-payés, ils sont ah oui, la ramène dans la photocopieuse, prof, à l'école. Voilà, vous n'avez pas été très bon à l'école que vous arrêtez dès la seconde pour aller faire du théâtre. Et oui, parce que vous voulez vous consacrer à l'Arcillière. Oh, bien joué. Jérémy L'Arcillière, c'est ainsi qu'en réalité vous vous appelez, c'est comme ça que les journaux vous nomment à cette époque-là. Oui, exactement, parce qu'à cette période-là, vous n'avez pas encore pris le nom de votre grand-mère, donc il n'y a point de Ferrari. À cette époque, vous êtes une petite mobilette dont le pot d'échappement ne tient pas très bien. Et ce n'est pas une métaphore graveleuse, c'est juste pour dire que vous essayez de vous faire un chemin dans les bouchons de la vie. Et que la vie n'est pas facile à ce moment-là. Car en allant à Paris, vous découvrez la joie de devoir payer pour travailler, payer pour jouer, payer pour prendre des cours de théâtre au cours Florent. Alors que vos parents, eux, font faillite. Donc pour subvenir à vos besoins, vous devenez à la fois agent de sécurité, conseiller clientèle chez Orange, vendeur de chemises et exercez régulièrement le métier de pauvre. Celui qui, par manque d'argent, quand il a l'opportunité de faire enfin l'émission télé On demande qu'à en rire sur France 2, se présente avec une veste prêtée. Heureusement, ce jour-là, on ne vous prête pas seulement
une veste, on vous prête aussi de l'attention et un 17 sur 20 par le grand monsieur de la télé, Laurent Ruquier. Donc même si être noté par Chantal Goya ne vous ravit pas plus que ça, vous sentez que ce matin, un destin a sauvé Jérémy. C'était un destin qui avait des surprises. Wow. Et que de surprises quand même, que de passer de... Ouais, j'ai un joli brin de voix. Très bonne chanson. Ça rime, c'est dans les pieds, J'hésite à faire une comédie musicale. Eh ben, je sortirai l'album pour vous. Que de surprises que de passer de environ 6 spectateurs à 6000 en moins de 2 ans grâce à cette émission télé. Là, les gens vous découvrent, vous reconnaissent, vos salles se remplissent de rires, de gens et vous vous sentez enfin pleinement vide. Un vide que vous comblez avec du rosé. Essentiellement. Essentiellement, mais rosé qui ne rend pas la vie plus rose. D'autant que votre divorce, après 15 ans de vie commune, n'arrange rien. Votre éviction de la matinale CNews non plus n'était pas prévue. Vous êtes remplacé alors par Sonia Mabrouk. Qui... Ce qui est étonnant, c'est que ça ne choque personne. Oui, c'est vrai. On a switché sur une autre bio. Non. Mais attends, À partir du comment divorce. j'ai pu... Mais attendez, comment je... j'ai dû confondre peut-être. Attends. Ah je suis bête. Oh là là Mais vous savez comment c'est Ferrari. Moi quand comme j'écris les bios comme ça, vous savez, au téléphone. Ouais. Non oui pardon effectivement. Vous avez tellement de Ferrari dans Je comprends. Et c'est pour ça. Non, vous c'est pas de CNews. C'est pas de CNews mais de la vie tout court que vous avez voulu vous évincer. Franchement, mauvaise idée. Heureusement, vous finissez par faire un pacte avec vos démons, leur donner moins d'alcool mais plus de sport et vous confiez votre sort à des professionnels de la médecine. Ce milieu où d'abord vous plongez par nécessité, mais où ensuite vous restez pour écrire Anesthésie Générale, votre 3e spectacle qui, à vous soigner, soigne un peu tout le monde. Merci Nicole. Merci à vous, Jérémy. Alors, j'ai dit... Voilà, belle affiche. Voilà, le 9 par contre c'est complet, donc c'est pas la peine que d'y aller, hein, Jérémy. Vous ne serez pas là. Vous n'aurez pas de place pour vous voir, je vous le dis. Comment il est né ce spectacle? C'est quoi vraiment le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit ok, moi je veux écrire notamment sur l'univers médical plutôt que... En fait, je savais déjà, quand j'ai écrit, je fais toujours des spectacles à thème, donc j'en ai eu un sur la religion, un sur la géopolitique, et quand j'ai écrit celui sur la géopolitique, j'hésitais déjà entre la géopolitique et la santé. Parce que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses en géopolitique et aussi sur la santé. Il y a un point commun, le printemps arabe, etc. On sait que ça a été, non pas généré uniquement par les réseaux sociaux, ce serait absurde de dire ça, mais on sait que ça a aidé. Et donc il y a eu toute une révolution avec cet Internet qui s'est démocratisé. Et à peu près en même temps, il y a eu la géopolitique a bougé énormément, parce que les gens se sont informés, les gens ont compris ce qui se passait ailleurs, etc. Et les gens commençaient aussi à s'intéresser à leur santé. Donc j'ai un peu hésité entre les deux thèmes, puis je me suis finalement axé sur la géopolitique, qui est un thème qui m'intéressait énormément. Donc j'ai écrit Vent de pièces à Beyrouth, mais je savais déjà que j'allais faire un truc sur la santé. Entre-temps, il y a effectivement eu mes problèmes de maladies invisibles et ces problèmes d'addiction que j'avais qui se sont fortement amplifiés jusqu'à une tentative de suicide. Et quand je suis sorti de cure de désintoxication, je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette dans ce spectacle ce témoignage, parce que c'était complètement absurde pour moi d'écrire un spectacle en parlant de 2 heures de la santé sans expliquer aux gens que j'étais passé par une tentative de suicide, expliquer ce que c'était que des maladies invisibles et parler de ce qui m'était arrivé, d'autant que j'en étais sorti. Parce que le but, c'était pas d'arriver en disant aux gens, regardez comme je suis malheureux, regardez comme je suis triste, regardez comme c'est dur. C'est pas ça le truc. Le truc, c'était d'arriver et de dire aux gens, bon, vous le saviez pas, je suis passé par là, ça va mieux, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment moi je m'en suis sorti. Sans donner de leçons, mais en tout cas, voilà comment je m'en suis sorti. Et, pardon, quand vous parlez de maladies invisibles, c'est quoi exactement? Vous avez du temps? Non, mais alors peut-être pas tous les symptômes, mais je veux dire le nom. Non, bah alors en gros j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, ça on connaît, un TDAH ou TDA, on peut avoir avec hyperactivité ou sans, moi j'ai avec. Après je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif. Donc ce sont 2 choses différentes, ça serait un peu long à expliquer, mais ça se traduit de manière différente, quoi. L'obsession idéative, ça se traduit énormément par des flashs, des images qui arrivent à n'importe quel moment, qui sont évidemment pas agréables, hein, sinon ça serait pas un problème. Si je vous donne un exemple rapide, je sais pas, je suis chez, imaginons que je vais dans une émission, j'ai envie de dire je suis dans une émission, par exemple, on va m'apporter du thé chaud et je me dis, oh, il faut absolument pas que je prenne la théière pour l'envoyer sur le visage de l'animatrice. Voilà, ah oui. Ça veut pas dire, voilà, ça veut pas dire j'ai envie de le faire, mais du coup je me dis, mais pourquoi, si j'ai pas envie de le faire, pourquoi je me dis qu'il faut pas que je le fasse? Et là, je prendrais bien un rosé.
Ok. Là, quand on arrive à... Et après, le reste, voilà, c'est des... Donc ça... Puis il y a des tocs aussi, hein, des tocs comme on l'entend, hein, parce que trop obsessionnel compulsif, ça peut dire plein de choses. C'est aussi, évidemment, des Quand problèmes... vous vérifiez... Vérifier 1,5 milliard de fois, ça, honnêtement, c'est le plus cool, parce que c'est pas très grave d'aller vérifier 15 fois qu'on a fermé sa porte. C'est le plus sympa à vivre. Mais le mélange de tout ça... rendait la vie avec les addictions par-dessus. Ils m'ont décelé aussi au potentiel. Ils m'ont dit que ça foutait encore plus le bordel. Donc tout ça faisait un mix dans ma tête qui était devenu totalement invivable et qui s'amplifiait avec le temps. Parce qu'à chaque fois, on me disait ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. C'est l'adolescence. Après, quand ça a commencé à marcher, je me suis dit, bon, bah, forcément, je peux pas sortir de salle pleine, de zénith et être malheureux en sortant. Puis en fait, si, totalement. Ça détruisait mes amitiés, ça détruisait mes vies de couple, ça détruisait mes liens même avec ma famille. En fait, la vie était devenue vraiment insupportable. Je ne me supportais plus. Okay. Je ne supportais plus rien. Et donc, c'était pas possible. La notoriété venait pas, on va dire, compenser un mal qu'il peut y avoir. En fait, au contraire. Et c'était pas non plus à cause de la notoriété, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui se sont dit, en fait, ils supportent pas le succès, l'argent, tout ça, ils supportent pas, et ça le fait vriller, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous supportez très bien l'argent. Je supporte très bien l'argent. C'était surtout que je pensais que ça allait combler quelque chose que ça n'a pas comblé. Donc, quand vous réalisez vos rêves, en plus jeune, j'ai eu la chance de les réaliser jeunes, ces rêves. Quand vous réalisez vos rêves et que quand vous éteignez la lampe de chevet, c'est un vide effrayant dans votre tête, bah vous dites, qu'est-ce que j'ai comme solution? Vous allez voir des médecins, vous dites, vous n'avez rien, et la vie vous a donné tout ce que vous vouliez. Alors, pourquoi être malheureux? Et donc, c'est comme ça que vous sombrez. C'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de ces maladies invisibles, parce que les maladies invisibles, c'est compliqué pour les gens. Parce que vous expliquez, si je vous explique ce qui m'arrive quotidiennement, vous allez certainement me dire, ah, mais moi, j'ai déjà vécu ça. Et oui, vous avez déjà vécu ça. Ce qui en fait une maladie, c'est l'intensité, la fréquence et la manière dont vous réagissez à ça. Mais les maladies invisibles, souvent, sont des... Je veux dire, même vérifier sa porte, ça peut arriver à tout le monde d'aller 4 fois vérifier sa porte. Mais quand c'est quotidiennement sur chaque porte, et si vous avez beaucoup de portes... Oui, et ce qui est votre cas. Ce qui est mon cas, parce que comme vous supportez très bien l'argent, vous devez avoir plein de portes, vous achetez des portes, même, vous n'avez même pas de pièces. Je perds un temps fou, du coup je perds de l'argent, parce que je perds du temps, du coup je dois revendre des portes. Oh là là, mais c'était infernal. Je dois aller les vérifier chez les gens chez qui je les ai revendus. Oh là là, mon pote. Vous faites du porte-à-porte. Du porte-à-porte. En tout cas, si... comment dire? Oh là là, je commence si j'ai pas un TDAH. C'est contagieux le TDAH? Parce que je sens que je... C'est possible, hein. Ah ouais, c'est pour ça. Bon, en tout cas, nous, on a vu des gens qui sont venus vous voir en spectacle et dont on écoute le témoignage. Bonjour, c'est Isabelle. Bon, moi j'ai bien aimé le spectacle à Jérémy Ferrari. Peut-être c'est trop long. Hein. C'est vrai que 7h15 sur scène, à un moment donné, bon, les spectateurs, un petit coup de mou. Mais à part ça, j'ai bien aimé. Après, j'accroche pas à cet humour. C'est pas un humour qui me parle à moi, mais c'est un bon spectacle. Le propos ne m'a pas intéressé. Vraiment là, il part dans des choses. Bon, c'est trop. Mais en fait, je réalise, j'ai pas aimé son spectacle, j'ai pas aimé du tout. Arnaud Samer, voilà, ça j'ai aimé, c'est sincère, c'est émouvant, il parle avec le cœur, il est voilà. Et d'ailleurs, à Arnaud Samer, il y a son DVD qui sort là, je vais me précipiter dessus pour les fêtes. Ouais. Bravo. On remercie Isabelle, fan d'Arnaud de Samer, qui est évidemment Arnaud de Samer lui-même. On vous a bien piégé. Et le bout que je me suis douté, je me suis dit non. Eh ben si, c'est lui. Arnaud de Samer que vous produisez, parce que vous êtes également producteur. Oui, c'est récent. Arnaud, c'est récent. Et je me suis permis du coup de court-circuiter votre promo avec la sienne, parce que comme vous le produisez, je me suis dit du coup s'il vend des places à votre place, ça sera quand même un peu votre pognon. Un peu pour moi quand même. Exactement. Justement, qu'est-ce qui fait que vous aimez produire déjà je vais dire qui vous produisez. Vous produisez Laura Lone, vous produisez Arnaud de Samer, vous produisez Guillaume Batz. Ce sont, je crois, vos amis aussi. Est-ce que vous avez besoin d'être ami avec les personnes que vous produisez? Est-ce que l'amitié est un ingrédient principal de votre travail? Oui, alors parfois ils deviennent des amis. Parfois, ça dépend. Notre regretté Guillaume, lui par exemple, c'est lui qui est venu me voir. Il voulait au départ juste qu'on écrive un sketch pour On ne demande qu'à en rire. Moi je me disais, ça sert à... je vais pas juste écrire un sketch pour toi et pas ton spectacle. Vous n'avez pas osé lui dire non? Parce que je lui ai dit non. Ah, c'est vrai? Alors là, Guillaume, le pire c'est que je lui ai dit non. Je ne l'ai pas produit tout de suite. Guillaume, après il a eu un autre producteur.
Ensuite, il était tout seul, donc là je l'ai repris. Arnaud, c'est pour le coup, c'est mon ami. Ça faisait longtemps que je disais, mais viens chez moi, tu te fais produire par d'autres gens, c'est un peu bête, viens chez moi. Laura, ça a été professionnel et après on est devenus plus amis, mais au départ c'était professionnel. Là j'ai plusieurs autres artistes. Disons que la démarche, elle est souvent changeante, mais ça devient finalement tous un peu mes amis quand même, parce que c'est des métiers quand même où on est très très proches, on vit des choses très intenses, des choses super, puis des choses dures, parce que parfois c'est difficile. Parfois il y a le Covid qui annule toute une tournée. Parfois il y a le Covid qui annule une tournée. Il y en a qui ont eu ça, toute la tournée des Zéniths était annulée. Ouais. Jérémy, comment il s'appelle l'autre? Il lui est arrivé ça. Dégoûté le gars. Ah, c'est petit, hein. J'ai fait 30 dates, on a lancé la tournée. En plus, j'ai écrit un truc sur la santé. On fait 30 dates. Il y avait toute la première tournée qui était pleine. Et après cette tournée-là, on ouvrait la tournée Zénith. Et on a tout dû décaler. On a décalé 1 an et demi de tournée d'1 an et demi, quoi. Mais bon, vous l'avez fait. On l'a fait. On l'a fait. Et ce qui était génial, c'est que les gens ont gardé leur billet. Et je me posais comme question, parce que voilà, c'est vrai que vous vous diversifiez beaucoup, c'est-à-dire vous êtes à la fois auteur, vous produisez des émissions de télé comme Les Duos Impossibles, des artistes, et est-ce que si par exemple, je sais pas, vraiment c'est une idée comme ça, le problème c'est que je rigole à mes blagues. C'est drôle du coup. Mais non, en plus elle l'est pas tellement. Est-ce que si vous voulez diversifier votre société, après Dark Smile, puisque c'est le nom de votre boîte de prod, est-ce que vous prévoyez de vous lancer comme quelque chose comme dans Dark Semoule, après Dark... Oui, juste Dark Semoule qui serait une entreprise culinaire. Parce que si oui, on a un associé à vous présenter. La personne du chef cuisinier Norbert Tarrer. Bravo, Nicole. Elle était bien. Waouh. Elle est bien celle-là. Non, elle aurait pu être bien si j'avais tenu le fil. Dark Smile, Dark Moule, si ça, franchement. Mais bon, de toute façon, j'aurai le temps de la repréparer parce que avant l'entrée de Norbert, il y a d'abord le moment de Thaïs Walker, bien sûr. Allez. C'est ça, mon... Ah d'accord, je viens de reconnaître, ok, super. Et là, tout le monde, ça va? Allez, c'est toujours un peu con, on s'est déjà vu. Bonsoir, excusez-moi, mais je suis encore un peu tout émoustillée de... Non, calmez-vous. Non, de votre blague, bien sûr, mais surtout de ce nouveau plateau avec cet écran. Ah, mais oui. Ah, mais si on était dans la crème solaire, ce serait un écran total. C'est pas pour sauver d'avant, hein, vraiment. Mais c'est écrit en vrai, c'est pire. Non mais vous vous rendez compte que vous avez plus besoin de vous baisser pour nous montrer des vidéos? C'est vrai. Je trouve ça tellement bien pour votre dos. C'était plus des magnétos, c'était des limbos. C'était hyper chiant pour vous. Non mais c'est vrai. Hein. D'ailleurs vendredi dernier, après l'émission avec Farah, on s'est maté un film. J'ai adoré Avatar 2. C'est comme si on y était. Bon, je l'ai téléchargé illégalement, c'était un boulard. C'est un peu chiant. Je dis pas comment il se connecte aux chevaux. Allez, avec la bite. Alors, faut l'avoir vu après. Hein. Ça me fait une transition toute trouvée. Alors là, vous avez peur, mais non, je vais parler donc de nouvelles technologies, puisque dans Contrepartie, qui est donc ma chronique, j'essaie d'élargir mon cercle d'amis. Voilà. En même temps, c'était difficile de le ratissir, parce que ça veut dire que je ne parle plus à ma mère. Mais voilà. Je suis donc allée à la rencontre des Technobros du Hub Forum au pavillon d'Armenonville pour parler IA et blockchain. Voilà. Donc moi non plus, j'ai rien compris à ce que je viens de dire, j'ai l'impression de faire de l'écriture automatique. Parce qu'en fait, je suis désolée, mais il y a un moment, j'ai envie de m'élever socialement. Enfin, tu vois, j'en ai un peu marre de fréquenter des gens qui font chalon dans la rue et qui parlent pas du festival. Tu vois, genre, il y a un truc, j'en ai aussi un peu plein le cul de boire des 8-6 sur des tables, c'est des passages. C'est chiant. J'en ai marre de coucher avec des mecs qui, lorsque je leur demande s'ils ont des punaises de lit, me répondent « T'inquiète, je suis porteur sain ». Voilà, ça c'est les mecs. C'est non, ça. J'ai décidé donc d'aller me trouver un mari au paradis des bons partis, parce que sans déconner, Salma Hayek, elle rayonne. Donc à un moment, je regarde. Je vous le dis tout de suite, hein, la frontière entre vénale et intelligente, elle est très très fine. Elle est très très fine. On dit michto, mais la michto, elle se fait pas coller sur la ligne 5. Hein, allez. Donc me voilà arrivée au Hub Forum, qui se tient donc évidemment boulevard Magenta, en bas du métro Barbès. Non. Non, il n'est pas là le vivre ensemble. Non, on est dans le 16, dans un pavillon qui sent bon la macronerie. Et d'ailleurs, on sent que certains ont effectivement juste eu à traverser la rue depuis l'hôtel particulier de papa. Et ça part très fort avec déjà la baseline.
comment obtenir un oui j'ai envie plutôt qu'un non merci quand vous présentez vos idées. Il n'y a personne qui s'est rendu compte, les gars. Hein. Quand ils ont créé le concept, le consentement était parti pisser. Et ensuite, il y a l'atelier. Comment tirer parti des communautés des fans. Allô, Norman. Et alors là, on est dans les speakers. Vous savez, moi, je suis fluide in English. On peut tous les citer. On a Meta, Amazon, Française des Jeux, BNP Paribas, EDF, Universal, Coca-Cola, Uber. Autrement dit, c'est une réunion du spectre dans James Bond. C'est l'enfer, c'est Suicide Squad. Je m'y suis rendue avec mon caméraman, Patrick, qu'on ne présente plus. On ne le présente plus parce qu'il fout la honte. Voilà, je ne le présente plus à personne. Me voilà passé donc du PMU à l'UMP. Et c'est parti, je peux vous dire, ça fait tout drôle. Ouais, le village de l'innovation, il est tout petit. Viens dans le village de l'innovation. Ouais. Oula. Tu t'y sens bien? Non. Non, il y a un microclimat pourtant. Pourquoi ils sont tous en train de travailler en fait? C'est censé être le fun. Pourquoi vous dites que des mots en anglais constamment? Parce que je suis sûre qu'il y a des mots en français. Et pourquoi on n'a pas gardé l'espéranto? Moi je voyais ça plus grand, Roland Garros. Non, c'est comme ça. Hein. Ouais. Bonjour, enchanté. C'est ici qu'on passe les commandes? Alors, je voudrais qu'on ait l'impression que je suis de droite, que je suis riche et que je pourrais travailler à CNews. Et un monocle, quoi. Oui, mais on a mis deux. Ouais. C'est le bingo. Allez. Est-ce que vous faites vos vacances au Cap Ferret? Non, pas trop. Non, ça craint. Ça craint le Cap Ferret. Est-ce que vous avez un MBA? La vache. Est-ce que vous avez développé une app? Est-ce que vous avez déplié une nappe? J'aime beaucoup les arts de la table. Cet été, t'as passé une semaine sur un bateau? Ouais. Ah. Ok, déjà c'est bien. T'as voté Macron? J'ai voté Blanc. Ah, Michel Blanc. Ouais. C'est comme de la bière, mais en... la bière, non? Ouais, mais de droite. Ah, c'est la bière de droite. Ouais. Comme mot, on a mis comme mot-clé, on avait mis SDF. Je crois pas. Ah bon? Non. Le digital transforme le monde? Je pense qu'il peut transformer le monde, ouais. Ça peut avoir du bien et du moins bien. En IA, là, où tu peux être Jack Sparrow, tu penses que c'est un truc qui va peut-être aider pour la guerre en Ukraine? Ouais. C'est Jean-Jacques Sparrow, là, plutôt. Est-ce que vous considérez comme des mâles alpha? Non. Encore, je suis en école de communication, je suis en touristique, je peux pas dire que je suis un... Ah, c'est pour ça. Oh, la chance. Alors que dans quelques années, vous êtes riche, vous? En amour à donner, oui. Waouh. Jovule. Ah bon, tu vois, moi, je trouve que... Après les étrangers, oui et non. La Marie-Jeanne, tu vois, à un moment, c'est vraiment ce qui va... Bref, écoutez, j'ai trouvé ça plaisant 5 minutes, mais je crois que ça va pas le faire. Hein. C'est pas mon truc. Voilà, moi je suis de droite qu'une fois par an quand je fais ma feuille d'impôt, c'est tout. Et puis après, sinon je me mets un signe Semilia et c'est reparti. Et au moment où je me disais qu'il y avait plus d'espoir, je me suis quand même trouvé un vrai point commun, c'est qu'en réalité, on se faisait tous chier en attendant d'aller boire des coups à l'afterwork. Donc là, ça allait. Et puis en conclusion, comme dirait Yannick Noah, est-ce que je peux enlever mes chaussures? Mais il disait aussi... On est un peu tous citoyens du monde, voilà, sauf que eux, ils ont un bateau, et ça aide, voilà. En plus, moi, je suis plutôt mal de mer que mal alpha, donc je vais laisser voguer vers d'autres horizons, et j'ai bien senti que dans la blockchain, je suis le maillon faible. Mais dans notre chaîne à nous, vous êtes un maillon fort. Jérémy Ferrari, vous, des fois, vous faites avoir comme ça par les intelligences artificielles, stratégie marketing. Est-ce que vous êtes du style à acheter des choses stupides pour lesquelles après vous demandez pourquoi vous l'avez acheté, tout ça parce que la com a bien marché sur vous? Non, pas trop. Mais en revanche, sincèrement, non, pas trop. Mais j'achète pas grand-chose. Hein. Franchement, j'achète pas énormément. Mais pas le temps, en fait. Je suis pas un mec qui consomme beaucoup. Donc non, parce que Maëlle elle regarde. Vous avez eu un coup d'œil. Mais parce que... Mais c'est trop rigolo, vous avez fait. Genre, c'est vrai. Non mais c'est vrai. J'ai pas de montre. Là j'ai un autre plateau télé. Après vous, je vais être habillé. Je vais juste changer de t-shirt. Je vais en mettre un propre, mais ça sera un t-shirt blanc aussi. Ouais. Je suis pas un gros consommateur. En revanche, je commence à voir l'intelligence artificielle. Je commence à le voir rentrer dans mes bureaux. Dans ma société, il y a aussi une partie où on fait de la réalisation, etc. Donc on fait de la 3D, etc. Et je vois que les gens qui travaillent sur ces projets chez moi commencent à utiliser de
de l'IA. Parce que la dernière fois, parce que je les vois comme ça, hyper excités sur leurs ordinateurs. Ils font, ah, c'est génial et tout. Et donc, à la fois, je disais, qu'est-ce qui est génial? Ils font l'IA. Et en fait, l'IA leur permet de gagner énormément de temps. Et moi, je leur dis toujours, mais continue de développer parce qu'un jour, grâce à ça, je n'aurai plus besoin de toi du tout. Et oui. Le problème de l'intelligence artificielle et du marketing en général, c'est qu'on a l'impression qu'il faut tout promoiser. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle fait mieux que la réalité. C'est comme si moi, il y a un invité qui arrive, le deuxième invité il arrive, et je suis obligée de le promouvoir, le surpromouvoir, et de faire comme si c'était une publicité, et de dire, oh, regardez comme il est robuste. Si je fais ça, qu'est-ce qu'elles vont penser, tes spectatrices? Elles vont penser que c'est bien? Eh ben oui, elles vont penser que c'est bien. Alors c'est ce que je vais faire. Il est robuste et raffiné. Il sait manier le couteau et le rouleau. Ses gestes sont précis et sa découpe est minutieuse. Avec lui, même les légumes les plus anciens, vous allez les aimer. En papillote, en cocotte ou dans un four très très haute. Il sera le chef de vos papilles. Merci d'applaudir l'exceptionnel Norbert Tarrer. Oh là là. Pas trop fort, hein? Oh, je suis heureux de te rencontrer. Ça va, Jaël? Hello, comment ça va? Norbert Tarrer. Vous allez bien? Bonjour, mesdames. Ça va? Ah là là. Comment ça va? Moi, j'ai toujours peur quand on me fait comme ça, parce que vous êtes quand même plus robuste que moi. Je me dis, il me fait comme ça, bam, ça se Avec peut. douceur. Avec douceur, très bien. Et je voulais vous dire tout comme lui. Ah. Des H, tout ça, des tocs, C'est tout vrai. ça, les mêmes. Mais vous allez voir, vous avez plein de points communs tous les deux. vrai Si ce n'est que je ne sais pas si, Jérémy Ferrari, si vous aimez cuisiner les légumes anciens. Le Pas tous les rutabaga. jours. Pas tous les jours. Le rutabaga? Le rutabaga, je ne crois pas en avoir même mangé. Le topinambour? Le topinambour, ça j'ai déjà mangé ça. Ah. Et vous aimez vous d'ailleurs? En fait, je dis ça, mais j'en sais Salsifis, rien. topinambour, Krone, tout. Krone. Tout ce qui fait péter, j'adore. Je connais pas Krone. C'est quoi Krone? Krone, ça ressemble à un petit verre de terre. Ah oui! Ah oui, non, mais je confonds avec le curcuma. Curcuma, c'est le Ah, petit verre de curcuma, terre ça aussi. ressemble au gingembre, mais c'est tout orange. D'accord. Et ouais, ça colore. D'accord. Voilà. Et alors, c'est quoi les trucs les plus bizarres que vous cuisinez? Parce que c'est toujours des trucs chelous. Et ben là, on a fait des œufs de brochet fumés. Oh, c'est pas si bizarre. Non, des fois, vous faites des chips de peau de poisson, là. Ah bah c'est parce qu'on jette rien. Les arêtes aussi, les arêtes. Bah, Vous, tiens, vous cuisinez les arêtes de poisson? Budget serré maintenant. Ouais. Oh là là, Budget serré. c'est un peu trop serré, peut-être. Ah, la peau, on y pense quand même. On va faire des chips avec des peaux. D'accord. Ouais. Je suis content de vous voir. Ça fait autant de filles comme ça autour d'un plateau. Je suis... Alors, Oui, pardon. maintenant que je sais que vous cuisinez des arêtes, est-ce que vous permettez que ce soit vous que je cuisine? Allez-y. J'imagine qu'on vous fait jamais des petits jeux de mots à base de cuisine. Ah, on Jamais. fait que ça en cuisine. Non, jamais on fait des petits jeux de mots à On base met de pas la cuisine. rate au courbouillon. tu Voilà, vois, et ben voilà. écoutez, moi je vais pas m'amuser sur votre gueule en amuse-gueule, mais je vais montrer que votre personne sont comme vos plats de résistance. Attention, c'est parti, Norbert Tarrer, votre portrait. Norbert Tarrer, quand on regarde votre destin, on voit qu'il est un petit peu comme une calzone, c'est-à-dire fourré de surprises qu'on ne suppose pas. On pourrait qu'on se demande si c'est vrai. Et ce sera donc un portrait, est-ce que c'est vrai? Puisque né de l'union d'une charcutière et d'un poissonnier, vous êtes très tôt passionné par les marchés, au point que le soir, vous vous planquez dans la Volkswagen LT35 de votre papa avec votre couette, votre doudou, pour espérer aller le lendemain à votre Euro Disney à vous, à savoir le marché de Rungis. Exactement, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors bien sûr, le marché de Rungis, ses étals, ses produits que vous maniez à la perfection. Au final, vous aussi, puisqu'aux côtés de votre père, c'est vous qui ensuite assurez le poste coquillage et crustacés. Mais un peu comme eux, un jour, vous vous sentirez sur la plage abandonnée, mais sans la plage, puisque vos parents divorcent et que vous migrez à Argenteuil, où votre mère vous élève seule. Et comme au collège, vous êtes un peu isolé, un peu timide, vous usez des deux seuls moyens que vous avez pour tisser des liens avec les autres, à savoir le foot et la mythomanie. Exactement. Et notamment, par exemple, vous planquez plusieurs semaines dans une cabane et vous enduisez d'autobronzant pour faire croire que vous êtes parti en Guadeloupe. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je fais un truc. Comme quoi, j'assume tout. Hein. Tout à fait. Ça Alors, tombe mais bien, sauf qu'on se dit, mais pourquoi faire non, imaginez ça, alors que vous aviez déjà un pays merveilleux et un voyage qui vous attendait, celui de la bonne nourriture. Et heureusement, à ce moment-là, c'est Gérard Bichon. Gérard Bichon, de son nom, charcutier, qui prend sous son aile le branleur que vous êtes. Et quand je dis branleur, enfin, quand il dit branleur, c'est pas que des mots. Puisque vous ratez votre CAP pour être resté au pieu avec votre copine. C'est vrai, donc. C'est vrai. Oh, c'est un Ça aussi, renseignement c'est généraux vrai. ici. Ah là là. Et elle est là ce soir. Ah. Et vous allez refaire ce... Non, et oh.
heureusement, tout ça ne vous empêchera pas d'aller sur un coup de tête ou un coup de fromage de tête, dans votre cas, à Londres. Et après avoir erré dans la rue, un organisme pour l'immigration vous trouve un poste chez le chef triplement étoilé Nico Ladenis. Oui. C'est vrai. Oui. Chez lui, vous passez de la plonge à être cuisinier, à commis, puis second. Ouais. Mais le problème, c'est que votre statut anglais n'est pas reconnu en France. Or, quelle est la meilleure solution quand on a un problème chez Norbert? On ment. La mythomanie, bien sûr. Eh oui, vous suivez bien votre vie. Donc, à 20 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous falsifiez votre CV, vous ajoutez au pif des noms de grands restos que vous avez lus dans le guide Michelin. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et ça marche. Le chef Bernard Loiseau vous embauche et vous garde parce qu'il vous aime bien. Et il sera donc le premier d'une longue liste de chefs étoilés. Puisque dans votre carrière, vous cumulez 14 étoiles au guide Michelin. C'est vrai, ça aussi? Oui. Et puis, finalement, étoile ou star, c'est vous qui le deviendrez aux yeux des Français le jour où vous devenez le candidat préféré de cette émission Top Chef et où vous êtes le plus talentueux au point que vous gagnez pas du tout. Ouais. Vous allez La loose. pas en finale. Non, vous ne gagnez pas le prix, mais vous gagnez le cœur des Français. Et depuis, c'est fini, le petit gars qui ment dans son coin pour être accepté, car depuis, vous êtes un chef cuisinier reconnu, vous êtes un animateur aimé, un père comblé, un chef d'entreprise accompli, et puis vous êtes surtout le fervent défenseur de la bonne cuisine et de l'accomplissement de ses rêves. Oui, de tout ça, vous êtes le chef, et ça, on le sait, c'est vrai. Oh, bravo Nicole. Ah, oh là là. Mais je vous avoue que quand j'ai eu les infos, il y a des fois je me disais non, est-ce que c'est vrai quand même? C'est vrai. Est-ce qu'on peut rater un CAP pour rester au pieu avec une demoiselle? Ah, quand tu galères avec les filles, franchement, quand t'as une occasion, tu la loupes pas. Ah waouh. Franchement, excusez-moi, peut-être pas c'est pas l'actualité, mais Vaut mieux à louper le l'époque, CAP Norbert, charcutier, en boîte de nuit, elle sort pas grand-chose, quoi. Ah ouais. Ah, donc, ouais. Quel romantique. Bah, je ne le suis pas d'ailleurs, mais bon. On n'avait pas remarqué. Voilà, la délicatesse, c'est pas mon fort. Hein, donc, Non, mais par contre, la sincérité, oui. Ah, je suis sincère. Ah, bah, entre mon BEP et ma première fois, franchement, j'ai choisi. Hein. Ah, mais parce que c'était la première fois. À 24 ans? Non, 18 ans, arrête, 18 ans. Bah Norbert, c'est dur à porter une tasse de rousseur. J'avais pas compris que c'était la première fois. Non. C'est que la première, j'allais trop vite, donc je me dis, peut-être la deuxième, je vais prendre mon temps. D'accord. Ah ouais, et là c'est le moment. Voilà. Vous voyez, c'est le moment où je vais pas poser une question pour rebondir sur cette info. Vous pouvez, je suis honnête avec vous. Oui, non, mais il y a des fois où je dis, je veux en savoir plus, puis là je me dis, pas forcément. Alors, Norbert Tarrer, on va surtout parler du bon goût qu'a eu le restaurant Le Prince de Galles, puisqu'on parle rapidement de vous recruter en tant que chef. Pardon. Pour de vrai, j'avais une question sur votre aventure Top Chef. Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir perdu, de ne pas avoir été vainqueur, ça vous a en fait été profitable au final? Alors j'y ai pas du tout pensé, parce qu'à l'époque j'étais dans des ennuis financiers, donc je devais beaucoup d'argent à la banque. Je vais te dire, j'ai pas du tout pensé. Je pense que même si j'avais gagné Top Chef financièrement, j'aurais pas pu rembourser ce que je devais à la banque. D'accord. Donc je pensais pas à ça du tout. Je pensais pas du tout à ça. Mais est-ce que maintenant vous pouvez y penser? Non, je pense pas du tout à ça. Non, mais je veux dire, est-ce que... Moi, je suis pas du tout comme Jérémy. Moi, je veux qu'on m'offre des chemises, des fringues. Non, mais je veux dire, ma question c'est, est-ce que maintenant vous vous dites, en fait, je pense que le fait de ne pas avoir été gagnant, c'est ce qui fait que, par exemple, les Français m'ont le plus non, aimé. j'aurais préféré gagner. Je suis un winner. Ah bah non, je suis un winner. Ah ouais, vous auriez aimé gagner. Ah bah oui. Oui, d'accord. Mais vous pensez pas que, par exemple, si vous aviez été gagnant, les gens vous auraient moins aimé? Il ne répondra pas à cette question. Il ne répondra pas à cette question. Je n'ai jamais de regrets dans la vie. Alors, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce que la semaine dernière, on reçoit Camélia Jordana. Oui. Camélia Quel est le rapport avec le Schmitt-Bé? Attendez. C'est Camélia Jordana, la fille du BEP? Arrête, il savait pas. Pas du tout. Camélia Jordana, comme vous, elle devient très connue alors qu'elle ne gagne pas la nouvelle star. Elle va même pas en finale comme vous. Elle est troisième comme vous. Donc je me dis, est-ce que vous seriez pas un petit peu la Camélia Jordana des fourneaux, ou est-ce que vous pensez que c'est elle qui est la Norbert Tarrer? En fait, je vais le prendre comment? En fait, t'es en train de dire à tout le monde, soyez des losers, vous allez gagner votre vie, quoi. C'est ça, en fait. Vous dites aux gens, soyez des losers, vous allez gagner. Mais j'ai les boules, même encore aujourd'hui, tout le monde pense que j'ai gagné Top Chef, mais j'ai pas gagné Top Chef. D'accord, je vais parler de trucs plus positifs. Arrête. Alors, vous avez cumulé 14 étoiles au guide Elle est en train de Michelin. dire à tout le monde, soyez des losers, vous allez voir, c'est génial. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas Laura. ça. Non, Norbert. Laura. J'ai les boules de ne pas avoir gagné, vous voulez savoir, j'ai la vérité. Pas très bien. C'est vrai, les boules, mais justement, ça montre que, on n'est pas obligé de gagner pour réussir. C'est ça que vous voulez montrer. Moi, j'ai 4 enfants, je peux pas laisser dire ça. Moi, je trouve que cette émission prend une tournure très très drôle. Mais voilà, non mais loupez votre bac, vous allez réussir votre vie. Attends, je suis en train de dire à mes gosses, bossez.
Si vous nous rejoignez, bon, sachez que voilà, bon, l'échec a sa place dans la vie, moi, pas dans la vie de études, Norbert. Et il a combien de sociétés, Jérémy? Eh ben, il en a comme vous, 6. J'en sais rien. Combien vous en avez? Combien vous en avez? À peu près, vous en avez à peu près ça. Voilà. À la louche. Voilà, grosse louche. Ça se voit à la chemise. Donc vous, elle a 10 ans. Alors, si vous nous rejoignez, sachez que voilà, bon, l'échec a quand même sa place dans la vie. C'est ça que je voulais dire. Pas dans la vie de Norbert, mais voilà, bon, dans la vie, il n'y a pas d'échec. J'aurais voulu gagner. Vous voulez savoir, j'aurais voulu gagner. Non, et vous savez, voilà. J'aurais voulu gagner. Je voulais gagner. N'aurait pas dû. Non, mais c'est comme si tu demandais à un sportif, ça te passe à la troisième. Alors, Nicole. Norbert Tarrer, Oui. je l'ai dit, vous cumulez 14 étoiles au guide Michelin. Quelle carrière quand on cumule les... Voilà. Et ça, c'est une bonne question. Et les autres. Donc, vous cumulez des étoiles du fait d'avoir travaillé pour des grands chefs triplement étoilés, Oui. Bernard Loiseau, Marc Vera, Mauro Calogreco. Non, Mauro. Mais oui, parce que vous Calogreco. dites à l'italienne, d'accord. Ouais, voilà. Mauro Calogreco. Super. Mais alors, et vous dites justement que vous n'avez pas la capacité de les obtenir vous-même, ces 3 étoiles. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est une rigueur tellement... Parce que vous êtes un loser. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, voilà. On m'a dit bien, on va bien te traiter. Il y aura Jérémy Ferrari, tu vas t'éclater, Mais tout non, ça, je mais je savais pas que j'allais m'en prendre une. Mais non, mais ça va. Écoute, Je je serais venu en t-shirt blanc comme Jérémy, moi, parce que là, je transpire. Franchement, je trouve ça scandaleux que l'animatrice fasse ce genre de Mais non. Ouais, franchement, de me traiter de loser comme ça. Non, franchement, c'était une blague, c'est parce que vous disiez que vous n'aimiez pas que je dise ça. Mais je l'ai fait vraiment comme ça. Vous faites comme vous voulez, alors, Nicole. Nicole, faites comme vous voulez. Non, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous pensez que vous n'obtiendrez pas les 3 étoiles, vous aussi? Franchement, la gastronomie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, 3 étoiles Michelin, c'est hyper dur, c'est une pression énorme. C'est tout le temps, mais tout le temps sous pression. Il faut se renouveler au niveau de la vaisselle, au niveau du vin, au niveau de tout. Il faut être en perpétuelle recherche de l'excellence. Et moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie, et puis j'ai pas les épaules pour ça, puis j'ai pas envie, j'ai envie d'une cuisine décomplexée où on peut rigoler. Là, vous viendrez tous manger, vous viendrez chez moi, voilà. Et vous allez voir que dans un grand établissement, on peut manger des carottes râpées, des œufs mayonnaise, des poireaux vinaigrettes, et une saucisse purée et des moules frites. Voilà, vous avez à cœur de promouvoir une cuisine accessible, accessible que ça soit matériellement, financièrement, matériellement. Ouais, j'ai un peu ri. Ben oui, mais bon. Eh ben, écoutez, juste, Nicole, je demande réparation. Vous pouvez pas dire quand même 2 fois loser, vous m'avez dit quand même. Ah non, la première fois, vous l'avez inventé. Ah bon? La première fois, j'ai au contraire dit, puisqu'on va faire une émission entièrement sur ça. Ouais, sur la loose. Au contraire, j'ai dit que vous aviez tiré parti du fait de ne pas être allé en finale, mais que vous aviez été le vrai vainqueur. Finalement, est-ce qu'on se souvient de qui était le vainqueur de Top Chef 2012? Emilia Jordana. Elle est énorme, elle est très bonne comme vanne. Elle est très bonne. Je suis madame, je suis. Je ne recrute que des personnes très bonnes, même c'est pas moi qui les recrute. Donc, vous avez à cœur de rendre la cuisine très accessible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu vous chercher pour être le chef cuistot du Prince de Galles, ce restaurant, ma foi, fort réputé. Et justement, quelqu'un qui essaye de rendre la cuisine accessible aussi, c'est la télé. Et celle qui sait nous en parler aujourd'hui, c'est Marine Néolo-Dardy pour sa première chronique. Oh là là. Bonsoir à tous. Alors c'est une première pour moi. Je suis une jeune maman de 2 enfants, donc vraiment merci. Merci Nicole de me donner cette opportunité professionnelle qui me permet évidemment de ne pas avoir à gérer mes enfants le soir. Et d'ailleurs, s'ils me regardent, Joséphine, qu'est-ce que tu fous devant la télé? Va te brosser les dents. Donc 32 heures par semaine, c'est le nom de ma chronique. Si vous me répondez, c'est le temps passé à faire du sexe, eh bien, allez vous faire foutre. Dans ce cas-là, vous avez certainement 14 ans et demi et ce n'est pas une chose à dire à une femme mariée de 34 ans. Nicole l'a annoncé dans le sommaire tout à l'heure, c'est le temps moyen que les Français passent devant leurs écrans, tout écran confondu, télévision, téléphone, ordinateur, Thermomix, etc. C'est donc par pure conscience professionnelle que j'ai pris place sur mon canapé. Vraiment, je fais le meilleur métier du monde. Et le constat est implacable. Ça y est, l'automne est arrivé. Wouh! On sort les leggings, les pantoufles à moumoute, les gros pulls Harvard Business School alors qu'on a fait l'ESC Rouen. Une tasse de thé fumante à la main. Je déclare la saison des émissions culinaires ouverte. Ouais! Ça me donne l'eau à la bouche. Hein. Si ça sent le cochon brûlé, c'est moi. Eh oui,
cette année encore, on va mater des gens fumer de la Saint-Jacques bio dans des poches de foin hypopressives, alors qu'on a le cul vissé sur son canapé avec un pot de glace Macadamia 3 litres sur les genoux. Je prends ma bombe de froid. J'ai mon chocolat qui est à température. Je viens plonger tranquillement dedans. Voilà. Et je fais un premier passage ici où j'enlève l'excédent. Ça a l'air si simple. Ce qu'il y a de frustrant avec les émissions de cuisine, c'est qu'à la fin, tout le monde goûte, sans toi. On dirait un coït entre un homme et une femme, vous vivez la même chose, mais ce n'est pas la même conclusion. Voilà. Ça, les chefs, ils l'ont bien compris et ils rivalisent de poésie pour qu'on ne se contente pas de voir la fraise, mais que réellement, on devienne la fraise. Cette fraise, elle a sa place. Elle amène le rouge, le cœur qui saigne. En même temps, elle apporte une parfaite acidité. Il y a du cru, il y a du cuit. Le cru, on sait ce que c'est. C'est quelque chose qui est cru, c'est dur à entendre. Et puis quand c'est cuit, ben, c'est foutu. Et là, à chaque fois en bouche, il y a du cru, du cuit. On se reconstruit à chaque bouchée. J'ai pleuré, donc j'avais une émotion, mais une émotion de tristesse. Et pourtant, ce plat, il rend heureux. Et on a du mal à l'exprimer avec beaucoup de joie parce que c'est très intériorisé. Il est beau. Et oui, Il a vraiment pleuré en Jérémy mangeant les... Ferrari dans le taxe. Si on ne connaissait pas les chefs, on croirait qu'ils bossent pour la Confédération française de la gariguette. Il faut arrêter de se faire des rails de fruits quand même. Peut-être que la tarte aux fraises, elle te monte à la tête, mais moi, elle me descend directement dans le cul. Voilà. Le miracle aussi de ce genre d'émission, c'est de te faire croire que cuisiner, c'est pire que l'Ultra Trail du Mont Blanc. On te fait courir dans tous les sens. Tu as 1 heure pour sortir 43 couverts sur le thème le pied de cochon en 3 textures. Alors forcément, il y en a qui craquent. Pâtissier, il vous reste 5 minutes. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de mourir. Oh là là. Ça me stresse énormément, mais je vais faire ce que je peux. Ça va être très, très, très tendu. Ah, j'ai pas mis mon estragon. Eh oui, c'est le maxi stress partout. Et les producteurs télé se sont dit, mais comment peut-on faire encore plus compliqué? Je vous parle d'un univers qui est tout petit. Une télé-réalité sur mon ex. C'est pas le meilleur ça. Eh bien pas du tout. Un programme culinaire miniature présenté par la sublime Big Bertha avec des épreuves qui ont l'air tout à fait reposantes pour les candidats. Là, je galère un peu, ouais. Je perds mon fouet. Les premiers plats avec plus d'ongles que de crème anglaise. La Big Bertha a l'air d'avoir récupéré quelques talents, mais vous les aviez déjà repérés avant, semble-t-il, Norbert. Exactement. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Ah ben moi c'est mon habit de tous les jours. Moi. Ah bon? Je suis une sorcière, une petite fille de sorcière. Je vous présente un ami d'ascensière. Il va porter de prospérité, joie et bonheur. Et amour. D'habitude, je prends un peu les restes si je vais manger la veille au kebab, s'il me reste de la viande de kebab et tout. Quand tu fais cette pizza, tes voisins ils disent rien? Non? Non, ça va. Je pensais que c'était les égouts. Là, visuellement, ça ressemble à ça. J'ai envie de le manger comme ça. Voilà. Eh bah dites donc Norbert, hein, on vous a pas filé les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Vous êtes un peu le Pascal, le grand frère de la cuisine. 2 salles, 2 ambiances quand même quand on voit Cédric Grolet qui lui a bien compris que ce qui faisait vendre ses tartelettes, c'est de rajouter une grosse quiche. Oui, Black Lively, évidemment, je dis ça par pure jalousie. Hein, vous imaginez bien que c'était pas moi qui étais en ballottage avec Black Lively pour faire des ballotines. Cela dit, elle fait pas grand-chose là, Blake. On dirait moi qui goûte la sauce de mon mari, celle qu'il cuisine, attention, et qui fait l'experte. Rajoute du sel. Mais attention, vous aussi, vous avez des stars, Norbert. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le curcuma? Déjà. Evangélie. Ouais, je trouve ça trop beau. Parce que là, c'est très ocre. Hein. Ah, j'adore. Et encore, je pourrais en mettre bien plus. Curcuma, c'est curry, cumin, mais c'est ça. C'est pas ça. Et si, curry, cumin. Voilà, Evangélie. Incroyable quand même, Evangélie, qui revient de sa faille spatio-temporelle des années 90. Bref, revenons à 2023. N'oublions pas que ce qui est vendeur dans la bouffe, à la télé comme sur les réseaux, c'est comme dans la vraie vie. Je veux que ça dégouline d'amour. Ça va couler, ça va couler. Oui, ça coule. Voilà. Ça coule. Pardon. Ça, c'est TikTok. Hein. Avant, je n'aimais pas la papaye. Maintenant, j'ai envie d'être une papaye. Voilà. Comment intégrer dans vos 32 heures semaine de visionnage 30 secondes de bonheur suggestif? C'est pas beaucoup, mesdames, mais toujours plus long qu'avec votre mari. Bravo. Bravo. Quelle belle première. Bravo. Alors, Bravo.
Alors, n'ayez pas peur de l'attaque de cette phrase, mais j'allais dire votre point commun. Voilà, non, Norbert et Jérémy, c'est que vous êtes tous les deux issus de la télé. Vous êt tous les deux issus d'un télécrochet, donc vous Top Chef et vous On ne demande qu'à en rire. Si jamais vous faites le bilan, qu'est-ce que vous devez chacun à la télé? Jérémy? Honnêtement, moi tout, parce que quand j'arrive à On ne demande qu'à en rire, ça fait déjà pratiquement 8 ans ou 9 ans que je suis à Paris. J'ai tout testé, j'ai tapé à toutes les portes, tout ce qu'on m'a dit, l'audace, machin, ramène des images de toi, attends les gens à la sortie des émissions. J'ai tout essayé, j'ai fait tous les castings, il y a rien qui, y a vraiment les scènes ouvertes, j'ai tout essayé, je suis refusé partout. Les festivals, je suis pris nulle part, à part un ou deux comme ça qui donnent rien. Je loue des salles une fois par semaine dans des théâtres qui ne se remplissent jamais, depuis déjà plusieurs années. J'en suis à mon 3e spectacle. Je n'ai plus d'idées, quoi. J'ai plus d'idées, ça fait déjà 8 ans, donc j'ai plus d'idées. Donc, et On ne demande qu'à en rire change tout et fait tout basculer parce que Laurent Ruquier, c'est la première personne qui m'a dit on va te présenter au public. C'était la seule exposition qu'on m'ait donnée. C'est la seule, à ce moment-là de ma vie, c'est la seule exposition qu'on me donne. Donc ça a tout changé. À partir de ce moment-là, les gens sont venus dans la salle voir le spectacle leur a plu et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, moi, ça a tout changé. Et vous, Norbert? Ah, alors moi, ça a changé. Lui, il a perdu Top Chef. Hein, exactement. Moi, j'étais un loser. Justement, moi, la télé, j'ai divorcé, moi, tu vois. Ils m'ont fait divorcer. Non, je plaisante. 12 ans, bientôt 13 ans. Accélérateur de réseau, dans le business, dans la restauration. En termes de légitimité, aucune. J'étais le roi du... Alors moi, quand je croisais, avant qu'il nous quitte, Robuchon, il m'a dit tu nous as tous bien mis dans le Tintin avec ton saumon lave-vaisselle. Ah, voilà. Ça a été un reproche Non, pas un reproche. Ça a été beaucoup reproché au départ parce qu'ils n'avaient pas compris le sens de la cuisine à la télévision. D'accord. Et en fait, on a commencé la première épisode de Norbert et Jean le défi avec un saumon de lave-vaisselle. Ouais. Donc en fait, ça a fait qu'aujourd'hui, on est encore là parce qu'il faut marquer les gens, il faut marquer les esprits. On peut savoir ce que c'est parce que c'est une technique de cuisson. Et c'est une technique de cuisson, en fait, c'est une basse température. Tu mets ton saumon dans du film, tu le mets dans ton lave-vaisselle, tu mets 45 degrés 30 minutes et tu as un saumon qui cuit à la perfection. Et qui est propre. Et qui sent bon. Au citron. La télé, ça m'a tout apporté. Après, c'est quelque chose d'assez incroyable. Franchement, je le souhaite à tout le monde. Et en plus, tu rencontres des belles personnes. Je rencontre Jérémy, j'adore tout ce qu'il fait. Et inversement, vous avez goûté déjà sa cuisine? Non, personne ne peut la goûter, c'est secret, grave. Non, mais donc on va aller au Prince de Galles pour le goûter. Voilà, exactement. Et oui, c'est aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. En fait, la télé, c'est quand tu sais bien la gérer, tu sais bien te gérer. Tu fais ce que tu veux, t'es libre en fait. C'est ça que je dois à la télé, ma liberté. Votre liberté. J'ai plus besoin de mentir, voilà. Et vous d'ailleurs, mademoiselle, la télé, parce que là quand même on est à saison 4 de Piquante, je pense qu'on doit vous arrêter dans la rue. Oh Sarah, j'adore ce que vous faites, Maïs, qu'est-ce que vous êtes drôle. Comment vous vivez cette notoriété incroyable? Pas mieux que ce qui vient de se passer, mais... moi j'ai pas de problème, vraiment, c'est... Ça reste piquant. Oui, voilà. La télé m'a apporté quelque chose de fondamental, c'est vraiment l'intermittence. Ah, voilà. C'est vrai que l'argent est une donnée importante. Enfin, c'est vrai que même des fois pour la télé, on doit faire des compromis, et puis après des compromis qu'on oublie vite grâce à l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça, très certainement, que Marion Séclin vient faire à chaque semaine de nouveaux J'avoue. Et c'est donc le nouveau J'avoue de cette semaine par Marion Séclin. Rendez-vous le 8 mars, signé le lobby féministe. J'avoue, j'aime l'argent. Et j'aime l'argent parce que j'en ai, évidemment. Sinon, je trouverais ça terriblement vulgaire. J'en ai parce que j'en ai gagné. Enfin gagné, pas tout à fait. Disons que je me suis plutôt ouvert la cage thoracique avec un cutter pour livrer tout ce qu'il y a dans mon cœur pour divertir les gens. Et grâce à une productivité exemplaire 7 jours sur 7 aux dépens de ma santé mentale, ainsi qu'un petit bout de ma dignité et mon estime de moi, j'ai perçu de l'argent. J'aime accumuler de l'argent afin d'en avoir toujours plus, pour en avoir beaucoup moins dès le 5 du mois et recommencer le mois suivant jusqu'à mon décès. Ou jusqu'à ma retraite. L'argent est un moyen efficace d'obtenir des choses indispensables comme une pomme, du gin, un frottis. Mais également pour me procurer des centaines de choses inutiles qui ne comblent pourtant jamais le vide dans mon âme. Et recommencer le mois suivant jusqu'à l'effondrement de notre civilisation, ou avec un peu de chance jusqu'à ma retraite. Certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la précarité non plus.
Au moins, avec l'argent, on s'amuse tout en se faisant exploiter par le système. Mais alors, comment avoir beaucoup d'argent? Rien de tel que les privilèges. Et pour augmenter vos chances d'obtenir un pécule généreux, si vous êtes une femme, vous pouvez également vendre vos charmes ou vendre vos reins. Mais la technique la plus efficace reste encore d'accuser à tort de viol un homme célèbre. Au hasard. L'argent, c'est un petit peu comme les propos de Sandrine Rousseau. Plus on en a, plus ça fait rager les imbéciles, et plus on en veut. Si ça tenait qu'à moi, on vivrait dans une société sans possession, sans argent, sans Gabriel Attal et sans slip. Mais là, tout de suite, j'ai encore pas mal de bricoles à avouer et quelques révoltes à mener. Donc, je m'adapte aux règles. Une grande poétesse a dit un jour, tout le monde, il veut seulement la thune. Et c'est vrai. Alors oui, j'avoue, j'aime l'argent. Mais grâce à cet argent, je peux m'offrir une thérapie pour me soigner. Et puis moi, au moins, j'avoue. Bah non, mais non, il manque la pipe, là. Bah non, quand même, enfin, c'est pas des manières de faire. Merci Marion Séclin. Jérémy Ferrari et Norbert Tarrer, vous aimez l'argent? Oui, madame, j'aime l'argent. Oui, j'aime l'argent. Jérémy? Ah bah on fait plein de choses avec l'argent. Et votre point commun tous les deux, c'est quand même dans votre parcours, apparemment vous en avez probablement plutôt manqué au début. Est-ce que ça, comment ça a fondé votre rapport à l'argent maintenant? Est-ce que parce que vous en avez manqué, vous êtes du style à vouloir amasser? Est-ce que vous avez du style à vouloir le dépenser vite? Je suis un crevard. C'est-à-dire? Je suis un crevard. Tout ce que tout à l'heure Jérémy disait, il a un t-shirt pour faire 2 t-shirts pour chacune de ses émissions. Moi, ça fait 10 ans que j'ai la même chemise. Mais vous l'avez lavé quand même. Oui. Ah voilà. Mais en fait, je suis habillé par les émissions que je fais. Okay. Le jean, c'est une émission, la ceinture, c'est une autre émission, les boots, c'est une autre émission. Voilà. Vous êtes économe. Ah non, crevard. Ah, vous êtes au stade crevard de l'économe. Toujours un crevard, okay. Je le dis honnêtement. Okay. D'accord. Ouais. Et vous, Jérémy? Apparaître le fait d'être consterné parce que vient de dire non. Non, je réfléchissais parce que non, pour le coup, l'argent, moi, ça a été j'ai beaucoup, je suis désolé, je vais mettre un peu de sérieux, mais si je dois répondre sincèrement, je suis obligé. Mais au départ, moi, ça m'a vraiment culpabilisé. J'ai pas très bien vécu parce que je me disais, je gagne beaucoup trop par rapport à, par exemple, ce que mon père gagnait en un mois, etc. Moi, j'ai un milieu très modeste. Mon père, là, il est agent de sécurité dans un supermarché, même à travailler dans une boulangerie. Donc, quand tu commences vraiment à gagner, moi, j'ai pas très bien. Au début, je culpabilisais beaucoup. J'ai essayé de faire des choses super pour aider au maximum, etc. Et je me rappelle, c'est Laurent Ruquier avec qui j'avais une conversation là-dessus. Je lui avais dit, parce que Laurent Ruquier est aussi un milieu très modeste, et je lui avais dit comment tu as vécu quand tu gagnais vraiment beaucoup d'argent. Et il m'a dit, je me suis dit que j'allais essayer de faire les choses bien avec mon argent, essayer de faire les choses bien avec ton argent. Et donc c'est aussi ça qui m'a poussé à monter les sociétés, à investir. Il y a en vrai, moi, avec mon argent, j'ai acheté une maison à mes parents, je me suis acheté une maison à moi, je me suis fait un plaisir, c'est une voiture, et le reste, c'est des voyages, parce que j'adore voyager, donc ça fait déjà beaucoup. Mais il n'y a pas vraiment de superflu. Le reste, ça a été vraiment injecté dans mes sociétés pour produire des émissions pour des artistes. Alors, il se trouve qu'après, ça a marché. Donc, du coup, j'en ai gagné. En plus, encore plus. Oh là là, du coup, vous culpabilisez encore plus. J'ai des enfants, fait comme moi, j'ai fait des enfants. Voilà, non, mais j'essaie vraiment d'investir, de monter des projets, d'investir sur des artistes, de monter des trucs, de payer correctement les gens. J'essaie aussi de faire des prix de place qui sont pas trop élevés. Je me suis pas dit, ah bah tiens, super, je vends plein de places, je vais augmenter de 10 €, je les vendrai quand même. Bah non, j'ai pas fait ça. Voilà, j'essaie de faire quelque chose de cohérent. Vous avez en commun le fait de vouloir rendre accessible ce que vous faites, tous les deux. Exactement. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Moi, c'est ma façon de rendre ce qu'on m'a donné, en fait. Le public m'a mis là où je suis aujourd'hui. J'ai pas vécu toujours dans l'opulence. Donc, aujourd'hui, à ma façon, quand j'aborde le Prince de Galles, on fait un menu à 49 €, entrée plat dessert. On est dans un palace, dans le Triangle d'Or de Paris. Je l'ai fait aussi dans mes restaurants en banlieue. Je fais partout. Dès que je peux, je fais attention au prix parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc, voilà. Mais moi, pour répondre à Jérémy, j'ai fait des enfants. Voilà, pour me déculpabiliser, j'ai fait des enfants. Oui, non, mais il veut dire en termes d'argent, ça coûte et c'est vrai que c'est une forme d'investissement. Non, en fait, j'avais déjà des enfants avant la télé et je trouvais ça formidable. Formidable. Et là, tu te dis que tu vas encore plus. Tu penses que tu vas économiser, mais pas du tout. Ah, parce que vous pensez qu'en faisant des enfants, vous allez économiser? Je me suis dit, je vais lui filer. En plus, j'ai fait 3 filles au premier coup. Donc, je me suis dit, j'ai filé les fringues les unes aux autres, mais pas du tout. Pas du tout. La mode est arrivée, Internet est arrivé, pas du tout. Ces 3 filles, c'est avec la même fille du BEP ou pas? Oui. C'est vrai? Non, pas du BEP. Du CAP, ah non. Mon premier mariage. Ah oui, voilà. Ah oui. Mais c'est pas sécurisé. 15 ans.
Pas mal. Ah ouais, c'est 15 ans. déjà très bien. Ouais, 15 ans. Attendez. Oh. Attendez. Moi, après, c'est vrai qu'il y a quelqu'un ici avec qui je pourrais rester 15 ans d'affilée, je vous le dis, c'est la prochaine chroniqueuse. Parce qu'elle fait des chroniques, mais d'une qualité que moi, j'ai envie de me taper 15 ans de vaganda de Mao. Heureusement, c'est le moment. Alors. Bienvenue Norbert, bienvenue Jérémy dans mon vagenda. Fin jeu de montre, vagin et agenda. Ah oui, j'ai pas compris, j'ai la langue française, et oui. c'est vagin. Et du coup, moi qui connaissais pas le nom de la chronique, quand t'as dit je veux bien me taper 15 ans de vagin, j'ai eu un petit. J'ai dit oh là, il y a une vraie liberté de ton dans cette émission. Oui, vraie liberté de ton, parce que vous avez échappé à une chronique iconique qui se serait appelée Poutre à lèvres pour les amoureux des belles charpentes et des cosmétiques. J'ai adoré. Personne Oui, rigole poutre pas, à lèvres, rendez-vous. mais si. Vous êtes minable. Bon. Alors. Première information de ce vagenda, qui est en fait l'agenda du sexe faible qu'on oublie fort, c'est le Rassemblement national qui propose une loi pour prendre en charge l'endométriose. Tu vois ce que c'est l'endométriose? C'est un plat d'huîtres? Allez, cet homme est l'allié des femmes. L'endométriose, c'est une maladie qui concerne les femmes, donc potentiellement la moitié de l'humanité. La moitié de l'humanité, c'est donc pas 10%, c'est donc pas un quart, c'est une personne sur deux. Une personne sur deux, on n'y a jamais pensé jusque-là. Alors que si vous faites attention dans ce public à côté de vous, peut-être que vous allez voir ce spécimen très rare qu'on appelle la femme. Ah non, il n'y en a pas. La femme, cet être si délicat qui gambade la crinière au vent dans la jungle urbaine, à la recherche du respect. Attention, un animal embusqué, un Gérard Depardieu. Piou, piou. Allez, ça dénonce. C'est du pinkwashing. Le pinkwashing que vous réussissez à traduire très bien en foufwashing. Et voilà, elle a vécu en Angleterre il y a 2 ans pendant 2 jours. Le foufwashing, parce qu'en réalité, les femmes représentent 52% de l'électorat de Marine Le Pen. En fait, ce que j'ai envie de critiquer, ce n'est pas la proposition de loi, c'est la personne qui est derrière. Et sachez que dans une chronique féministe, parler de Marine Le Pen, c'est hyper dur. Mais après, je me dis, ok, peut-être que grâce à elle, il y a une femme au second. Je peux pas, j'y arriverai pas. Je vais pas, voilà, c'est pas des gorges profondes, j'y arriverai pas. Et je l'ai fait pour voilà que tu aimes mes chroniques un peu comme Marine Le Pen, parce que j'ai vu que t'étais des blagues de cul, t'as rigolé. Et moi, comme je suis une femme, je me suis sentie en compétition. Allez, alors. En tout cas, Marine Le Pen, elle propose d'autres lois lors de sa niche parlementaire du 12 octobre, dont une contre l'écriture inclusive. Donc ouf, tu vois, un truc féministe, un truc pas féministe, on vient à l'équilibre. Et moi, je comprends très bien l'équilibre, parce que chaque matin, je prends du magnésium et des vitamines, le week-end, je prends de la MDMA. Finalement, ma mère n'est pas fière de moi. En tout cas, avec cette histoire, je nous vois un petit peu comme un enfant à qui on propose une sucette merveilleuse, fruitée et sucrée, mais la personne qui te donne la sucette, c'est un vieux monsieur dégueulasse devant une camionnette, rouillé avec un matelas tout pourri. Il faut savoir dire non. Voilà, apprendre en s'amusant, c'est le défi de ma chronique. Deuxième information dans ce vagenda. Pour la première fois, un crash test d'automobile a été fait avec un mannequin féminin. Quoi? Ah, waouh. Moi, je pensais que ça faisait longtemps que ça avait été fait. Peut-être que la prochaine fois, je vais dire un truc comme pour la première fois, des serviettes hygiéniques sont testées avec du vrai sang. Attendez une seconde, super méchante, ça fait hyper longtemps, ça fait 2 mois. Et ça change tout parce que le corps des femmes n'est pas pareil. Par exemple, notre cou est plus faible. Alors là, j'imagine Zemmour qui fait « Je le savais depuis le début que c'était nul !» Et du coup, ça change. Si on construit des sièges qui sont ergonomiques, ça change tout. On a moins d'incidents. Selon une étude de l'Université de Virginie de 2019, les femmes ont 73% de chances d'avoir plus de blessures si elles se prennent une collision frontale. Sachant qu'elles ont déjà 100% de chances de se prendre un plafond de verre sans airbag dû à une étude faite par l'université 2 mois. Nos mensurations n'ont jamais été prises en compte, alors que la première automobile, elle date de 1886. Tu te rends compte, Norbert? Ça fait 137 ans, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la moitié de l'âge de Joe Biden. C'est énorme. Alors voilà, on mate nos culs, mais il faut pas oublier de sauver nos fesses. Troisième information, anecdotique, mais qui raconte beaucoup. Alors en fait, c'est une histoire qui est devenue virale sur TikTok. C'est une femme qui s'appelle Alison Rosen qui raconte que sa meilleure amie est morte. Le défunt mari, pour pallier son absence, décide d'embaucher plein de gens pour faire le travail qu'elle faisait gratuitement jusque-là. Donc là, il se rend compte que maintenant, il a besoin d'une cuisinière, d'un paysagiste, de babysitter, etc., etc. Et moi, je me suis dit, enfin, un homme sensible, un vrai, un qui ose pleurer, meurtri par la mort de sa femme, qui le soir, dans le lit, essaye de lui parler et lui dit, chérie, c'était quoi le cycle déjà quand il y a des trucs en coton qui sont de la même couleur? Le travail non rémunéré, c'est un sujet très important qui est la base de la réflexion du revenu universel. Le revenu universel, c'est l'idée que l'on déconnecte le salaire d'un taf. Donc, on part du principe que se charger d'un foyer, c'est un travail en soi. Et quand on voit que Kim Kardashian a 12 babysitters, c'est donc un travail en soi. Et tout travail mérite salaire, sauf Pénélope Fillon. Pénélope Fillon, j'ai pas pardonné. Voilà, moi j'ai des trucs comme ça qui sont comme ça. Alors après, il faut pas généraliser.
il y a beaucoup de femmes qui s'occupent du foyer, mais pas toutes. Not all women. Moi, par exemple, quand je vais mourir, je pense pas que mon mari, enfin, je suis trop rigolote. Je pense pas que mon futur mec devra embaucher plein de gens pour me remplacer. Quoique, il faudra quand même quelqu'un pour laisser toutes les lumières allumées quand je m'en vais. Le réveiller la nuit parce qu'il respire un petit peu fort. C'est tout. Je me suis jamais projetée dans une relation, donc c'est fini. En tout cas, j'ai tout prévu. Si je laisse quelqu'un veuf, j'ai un testament avec toutes mes blagues sur Darmanin, toutes mes dettes et aussi une carte au trésor trop mignonne que j'ai confectionnée pour qu'il puisse retrouver mon clitoris quand je suis plus là. Merci. Merci Mao de ce beau agenda. Et effectivement, je me permets de rentrer dans votre agenda, voilà, pour rappeler que si on associe, c'est du fait d'Octobre Rose et de montrer que Piquante s'associe à la campagne de sensibilisation de prévention contre le cancer du sein. Voilà. Maintenant, chers messieurs, puisque je vois que vous avez l'air bien, vous avez écouté les chroniques, vous avez rigolé, vous êtes au chaud, vous êtes bien et tout, et bien sachez que c'est fini ce moment-là, parce qu'arrive le moment du sale quart d'heure. Alors le sale quart d'heure, ça démarre par un moment qu'on appelle le roast. Le roast, c'est une pratique venue des États-Unis qui est fait chez Piquante par notre collègue belge Farah. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'elle va vous roaster. Roaster, ça veut dire griller. C'est une technique de cuisson qu'elle peut vous apprendre. Elle va pas vous passer au lave-vaisselle, elle va vous passer bien plus que ça. Mesdames et messieurs, c'est le moment du roast de Farah. Bonsoir, et oui, comme chaque semaine, c'est le moment où on va souiller des gens sans leur consentement, c'est l'instant Harry Habitant. Mais pas de panique, ça va être soft, ne vous inquiétez pas, parce qu'on est sur un roast à la française, parce qu'on vous connaît, les Français, on a envie de prouver qu'on a de l'autodérision, qu'on est super cool, qu'on est trop sympa, mais pas trop quand même. Un petit peu comme votre devise finalement, liberté, égalité, fraternité, mais pas trop quand même, parce qu'on va quand même pas accueillir toute la misère du monde. Ben non, parce qu'on préfère leur vendre des armes. Alors, du coup, elle est belge. Alors du coup, on envoie la Belge en opération suicide, parce que je suis un petit peu la touche 13 novembre de cette émission. Donc n'oubliez pas que le rose, c'est une sorte de test émotionnel, d'accord? Donc même si ça fait mal, on est humble, on accepte, parce qu'on n'oublie pas que qui aime bien châtie bien. Et surtout, comme disait Johnny Depp, les coups, c'est que de l'amour. Alors Jérémy Ferrari, Norbert Tarrer, un duo d'apparence très testostéroné, alors que finalement vous êtes deux grands sensibles vous partagez le même goût pour le travail, l'adrénaline et l'authenticité, mais pas que, parce que vous avez aussi lutté tous les deux contre la même addiction à l'alcool, et ça s'applaudit. Moi ça fait 10 ans. Bravo. 10 ans. Donc finalement ce soir ce n'est pas qu'une émission de divertissement, c'est aussi une réunion d'alcooliques anonymes. Alors, et toi? Alors, Jérémy Ferrari d'abord, humoriste, comédien, auteur, metteur en scène et producteur qu'on ne présente plus. Vous êtes une star du rire et le maître de l'humour noir. Donc autant vous dire que là j'ai l'impression d'être Luke Skywalker devant Dark Vador. Je suis ton père. Oui, j'ai été une vilaine fille. Non, pardon, excusez-moi, mais c'est parce que moi je trouve que voilà, vous avez un petit côté Christian Bale dans American Psycho, c'est-à-dire qu'on est à la fois excité et effrayé parce que vous êtes sexy, mais vous avez des flashs et vous collectionnez les couteaux quand même. Donc alors cette part d'ombre, vous l'assumez complètement, et vous en parlez d'ailleurs dans votre spectacle Anesthésie Générale, mi-conférence, mi-happening de 3 heures, où vous dénoncez bien sûr les dérives du système de santé, les addictions et les troubles mentaux dont vous souffrez. Et ça ne fait aucun doute, parce que attendre des gens qui restent assis à vous écouter pendant 3 heures alors que vous-même vous souffrez d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, ça sent le petit complexe de Deep pas traité. Et alors je sais pas si vous saviez, mais apparemment ce besoin comme ça de monopoliser la parole et d'entrer quasi en transe en s'écoutant parler, ça porte un nom scientifique. Oui, ça s'appelle être un homme. Alors Jérémy, vous n'êtes pas qu'un humoriste extrêmement talentueux, vous êtes aussi, on l'a dit, un producteur brillant qui a du flair, parce que vous produisez des artistes comme Laura Lone, Arnaud de Samer, Le Capucine, et petit dernier dans l'écurie, Alexandre Kominek. Exact. Bien sûr, choix motivé, j'imagine, pour la finesse de son propos. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la prochaine édition des Duos de l'Impossible avec Laura Lone qui parodie Capucine et Kominek qui joue les marionnettes. Alors, difficile de...
Je vous laisse du temps pour celle-là. Alors, difficile de parler des artistes que vous produisez sans évoquer Guillaume Batz. Et d'ailleurs, je tiens à présenter au nom de tout le monde toutes nos condoléances à vous, l'ami, le grand frère que vous étiez pour lui. Et on a envie de dire aux producteurs qu'on espère que Guillaume aura la reconnaissance posthume qu'il mérite. Heureusement, vous avez toujours Philippe Croison en backup, donc ça c'est bien. Et il me semble que j'ai entendu dire que Dominique Farrugia voulait faire du stand-up. Enfin, pas littéralement, mais enfin voilà, je pose ça là, quoi. Alors, bien sûr, ça n'efface pas la peine, mais il est bon de rappeler que ce sont souvent les meilleurs qui partent en premier. Donc, Norbert, vous êtes là. Comme par hasard, voilà. Merci. Moi, je fais les carottes râpées, je fais tartare. Je fais les brandades de morue, tout ça. Mais voilà, un petit morue placé discret. Alors, Norbert, alors je vais pas vous mentir, en fait, je pensais que je vous connaissais pas, parce qu'en fait, moi, je regarde pas Top Chef. Et en Belgique si, on a des Belges qui viennent faire Top Chef. Mais sûrement, mais ça m'intéresse pas. Et en fait, si, je vous avais déjà vu à la télé, mais en fait, je pensais que c'était des sketchs inédits de François Lambrouille. C'est pour ça, parce que vous avez un petit côté François Damiens avec une toque. Ouais. Et du coup, petite séance de rattrapage. Bon, je me suis maté toutes vos apparitions, enfin un condensé d'apparitions, de déclarations et d'interviews, et vraiment. L'élève dépasse le maître, quoi, vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez déclaré, et je cite, je suis stressée, j'ai les fesses qui disent bravo. Attention, je vais lui décoller la culotte. Ou encore, le très inspirant, chacun sa route, chacun son oignon. Tonton David. Ouais. Donc, Pardon. Non, mais vous sublimez littéralement la figure du beauf. C'est merveilleux. Alors, beauf est fier de l'être parce que vous avez déclaré aussi, et je cite, « Oui, je suis un beauf, celui qui a ses charentaises, un Marcel, un Bob Ricard et qui va se gratter le panier à salade, c'est rustre, mais pas vulgaire. » Non, bien sûr, non, c'est pas vulgaire. Jérémy Ferrari n'est pas obsessionnel compulsif et Thaïs Vauquier n'est pas alcoolique. Alors, beauf peut-être, mais véritable bourreau de travail, parce qu'on l'a dit, vous avez été chef de plusieurs restaurants, animateur d'émissions culinaires, auteur de très nombreux livres de cuisine, mais vous ne vous limitez pas à la cuisine, parce que vous avez aussi sorti une bande dessinée, un podcast, une chaîne YouTube. Vous êtes monté sur scène avec un spectacle qui s'intitule Chaud patate, jeu de mots, j'adore. Et vous avez même enregistré la maquette d'un single dont voici un extrait, et je cite... Non, vous n'avez pas ça. Un plat d'amour pour te faire la cour, je te porte secours, je te donne tous mes atouts. La claque, quoi. Parce que oui, comme le dit l'adage, le talent... c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Car oui, là où vous excellez vraiment, Norbert, c'est en cuisine. Et comme Jérémy sur scène, votre style brut, vous le mettez tous les deux au service de création raffinée, dans une recherche frénétique de l'excellence. Donc c'était un honneur de vous rester. Vous, Jérémy, le prince des ténèbres, et vous, Norbert, l'ambassadeur de la gastronomie française. Et comme à chaque fois, je terminerai ce roast en citant plus ou moins Sénèque. N'oubliez pas que l'autodérision est un rempart à la souffrance et à la bêtise. Alors regardez-vous et riez. Ah, bravo. Merci Sarah. Oh, c'est un beau roast, hein. Bien grillé. Donc, ça va, pas trop rossé. Ça va. Oh, ça va. Attendez à pire. Bah oui. Non, mais quand même, c'est un beau roastage, hein. Ouais, on est bien rôti, là. Hein, par contre, je me dis, vu que la place est chaude, là, elle est chaude encore, non? On sent que vous avez grillé parce qu'elle est bien chaude, la place. Mais non, mais attendez, je vais garder cette place chaude pour recevoir quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est qui? C'est l'invité qu'on n'attendait pas, mais que c'est quand même nous qui l'avons. Et c'est, j'ai pas son nom, c'est notre invité surprise. Ah, t'as envie de me rouler une galoche. Ah, ça fait trop plaisir d'être là. Alors, plus je suis moche et plus Laura Domange est belle. Je suis la Benjamin Tramier de cette émission. Pardon, hein, j'arrive hyper en retard. J'étais en covoite, là, je rentre des manifs contre les méga-bassines et je me suis fait méga-bastonne. Ah, c'est ça. Ça pue ou c'est moi? Ah, c'est moi. En même temps, ça fait 15 jours, j'ai pas pris une douche. Mais bon, le covoite, c'est génial. Hein. Oh, là, j'étais avec un mec chelou, Xavier, soi-disant qu'il a enterré toute sa famille sous une terrasse, le gars, quoi. D'accord. Alors, pardon. Hein.
Ouais. En fait, voilà, vous savez peut-être pas, mais en fait, moi, je découvre des fois les Ah, c'est une bonne découverte, j'ai envie de dire. Voilà, je découvre un peu le sale quart d'heure, et donc, comme tout le monde, en fait, je suis désolée, mais en fait, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Je pense que Norbert, il me connaît parce qu'on est tous les deux dans les métiers de bouche. Et je parle pas du dentiste, ni des filles qui bossent au bois de Boulogne. Donc, je me présente, Coco, Corinne, petite fée des cocottes, évidemment, cuisinière à domicile, enfin chef à domicile. Voilà. Ah, d'accord. Vous êtes chef à domicile, c'est en fait vous cuisinez chez les gens, c'est ça? Non, en fait, à domicile, c'est chez WAM. Voilà, attends. Et alors, attends, WAM, rien à voir avec Georges Michael. La WAM, ah oui, le groupe. WAM, c'est Bibi en verlan, tu vois. Encore que Bibi en verlan, ça fait Bibi. Attends, j'aurais dû écrire pour Jérémy Ferrari, moi, putain. Donc, je cuisine dans mon van aménagé, tu vois. À mon passé, pour pas dire mon passif, c'est que déjà, par rapport à certains, j'ai pas des casseroles au cul, mais j'ai une grosse poêle dans la main, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, puis bon, là, je sors de 5 ans où j'étais sur Notre-Dame-des-Landes, et puis j'ai bichonné les petits zadistes, voilà. D'accord, ok, mais alors ça ne va pas être facile comme ça de trouver tout ce qu'on veut, j'imagine, sur une ZAD. Non, mais attends, Nicole, mais la Terre, elle est incredible, il y a tout dans la Terre, même de la Terre, tu vois. Moi, je propose une food, comment dirais-je, Norbert, je suis désolée, pas sur la même longueur d'onde, mais moi je fais un truc authentique, post-apocalyptique, tu vois, une espèce de confluence entre le survivalisme et l'homme augmenté 2.0. C'est un truc, c'est un peu entre Néandertal et le survivalisme, tu vois ce que je veux dire. D'accord, oui, d'accord. En fait, mais concrètement, pardon, ça donne quoi Ah bah attends, mais moi on me dit, il y aura Norbert, fooding, semaine du goût, je viens avec du bon miam miam, forcément. Hein. Voilà, bah ouais, je vais pas me laisser démonter, donc j'ai apporté des trucs pour cuisiner, cuisiner sain. Voilà, tout de suite là ils ont des idées. Ah c'est fou ça, on peut rien leur dire. Le concombre. Alors moi je sais, le concombre parfois ça peut être hyper impressionnant. Hein, les gens ils se disent le concombre, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un concombre? Parce que voilà, sorti du tzatziki, on fait quoi? On est d'accord hein. Alors là forcément, j'allais pas arriver avec le truc à préparer, donc je les ai préparés moi-même à la casa. Voilà. Vous pouvez faire passer. Hein. Là, je les ai préparés. Hein, voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le bout, et on peut même faire direct comme ça, tu vois. On va pas s'emmerder. Et qu'est-ce qu'on fait? On le croque. On croque. C'est une explosion de rien, tu vois. Mais là, en plus de ça, on est en octobre. Donc c'est bientôt l'été. Il est pas français celui-là. Et là, j'ai envie de te dire, cette recette, vous pouvez la faire avec n'importe quoi à la maison. Avec des tomates, avec des radis, avec des chips. C'est pas compliqué quoi. Pardon, mais en fait, vous mettez pas de sel, vous mettez pas d'huile. Enfin, c'est vraiment très simple. Non mais Nicole, je suis désolée Nicole. Non mais non mais attends, ça marche. Il y a rien. Il y a rien. Vous vivez dans quel monde? Parce que moi, je cuisine pas pour la bourgeoisie et les actionnaires du 4 quarts Rance. Moi, je passe du temps parce que vraiment, Aujourd'hui, on a 14% d'inflation sur les produits alimentaires. Aujourd'hui, qui peut encore se payer de l'huile? Moi, je les comprends, les gens, parce que je suis les gens. Tu vois, l'huile, elle te manque, tu veux vraiment de l'huile? Tu prends un couteau, tu racles le front, tu prends le sébum, et c'est bam, dans la poêle. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se sécrète. Hein. Bon appétit si vous êtes à table. Ce que je veux dire, Nicole, c'est parce que je peux pas être agressive. C'est que le syndrome du frigo vide, on sait ce que c'est, mais le frigo, quand tu l'ouvres, on est d'accord, il est jamais vide. Hein. Alors, il y a des fois où il y a toujours une petite croûte de frometon, un demi citron sec, la viande qui a un peu coulé, le persil qui est collé sur le fond avec le On a le même frigo, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tu débranches, tu sors la petite raclette, tu racles le tout, tu mets dans un entonnoir. Et ça te fait un petit bouillon, je te dis. Non mais c'est... C'est léger, c'est subtil. Et ça... Vinaigrette. Ça, je veux dire, contre
contre... Enfin, ça fait défense immunitaire, un truc comme ça. Adios vaccination, adios coronavirus. C'est vraiment très très minimaliste. Quoi. C'est quelque chose ça, c'est... Mais il faut décroisser, de toute façon. Hein. Décroître. Ouais, aussi, ouais. Faut... Mais bon, faut dire... Non, mais faut dire... Elle a raison, Nicole, il faut utiliser les vrais mots. Hein. Les Français, ils sont de plus en plus nombreux à avoir la dalle. Vous savez combien de Français mangent pas à leur faim en France? Vous savez? Non. Eh ben, moi non plus. Mais beaucoup trop, franchement, beaucoup trop. Non, alors on me dit dans l'oreillette que c'est 16% des Français qui déclarent ne pas manger à leur faim. Bah, ça fait grave beaucoup de monde, parce que franchement, si tu prends 16% sur... On est combien de millions? Genre 30? Non, non, c'est 30 millions d'amis. On est 60 millions de consommateurs. Ouais. Ça fait rien pour 2 consommateurs. Ça fait beaucoup de lianches. Hein. Bon, mettons 60 millions. Alors 60 millions, ça fait... Attends, je pose mon cul, je retiens mon souffle. Oui, ça fait 9,6 millions. 9,6 millions. Bah, c'est beaucoup trop. Hein. Alors les pourcents qui restent sur les 16%, il reste 16%. Ouais. Il reste, si tu fais... le programme de CM2, il est loin là. Hein. Surtout avec du CBD. Ça fait 84% du coup. 84%. Ouais. Eh ben tu crois que... Attends, franchement, je veux dire, ils sont pas bêtes à manger du foin, ils sont pauvres à bouffer de la merde. Hein. Alors déjà, on va reprendre la base. Il reste plein de trucs gratos. 10 millions de tonnes de bouffe qu'on jette tous les jours et qui sont encore mangeables. Franchement, rien que ça, on peut agir. Hein. Et puis il y a les mauvaises herbes. Hein, les orties. Très bon. On peut brouter, le machin, très le lierre. Exactement. Gérard Depardieu. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui traînent et qui sont tout à fait comestibles. Encore que Gérard Depardieu. Enfin bon, bref. De toute façon, on peut faire d'une paire de couilles. Hein, et puis les insectes, personne n'aime ça. Franchement, les insectes, on en parle tout le temps. Les punaises de lit, les conneries, tout ça. Là, franchement, c'est hyper protéiné, des trucs pareils. Hein. Et en France, il y a 25% des gens qui sont prêts à bouffer des insectes. 25%. Je vais pas faire les pourcentages, hein, mais bon. Les araignées, les cafards, les punaises de lit, Eric Zemmour, enfin voilà. Et alors puis question les insectes, question voyage, je veux dire, on y va, c'est entre Koh-Lanta et Indiana Jones, voilà. Hein. Donc avec moi ils vont se régaler les petits touristes hein, pour les JO, franchement, les punaises de lit, Ratatouille, les cafards, ça va être super, franchement. Eh ben ouais, ça c'est de la gastronomie très particulière quoi. Faut pas oublier que dans gastronomie il y a gastro. Avec moi il n'y a pas à chier, on n'est pas loin hein. Les toilettes sèches, elles vont pas rester sèches très longtemps. Bon. Cette chronique est beaucoup trop longue. Je vous ai apporté mon livre de recettes. Hein. C'est très personnel. De toute façon, c'est à compte d'auteur. Enfin, il n'y en a qu'un. C'est écrit à la main. Voilà. Et puis au pire, si vous n'en servez pas, ça pourra toujours faire du papier cul. Voilà. Merci Coco. Merci Coco. Merci Corinne. Mais écoutez, on est ravis Corinne de vous avoir eu avec nous. Et puis on est ravis surtout que vous ayez accompagné ce soir de 2 autres invités qui ont été exceptionnels et qui j'espère viendront à votre restaurant. En tout cas, on ira Norbert au Prince de Galles. On viendra vous voir Jérémy Ferrari. Enfin, on ne viendra pas le 9 mars parce que c'est complet. À l'Accor Arena, aussi appelé Bercy pour les vieilles personnes comme moi. Merci, vous avez été tous les deux. Évidemment des invités formidables. Un grand merci également à mes camarades. N'hésitez pas à aller les voir en spectacle. Et puis merci à toi, cher public chouette et chaleureux. Et sache que la semaine prochaine, on se retrouve également avec une actrice qui a ma foi un peu du répondant, à savoir Isabelle Huppert-Cut. C'est pas vrai, on se retrouve avec Pascal Arbillot et Aymeric Lompré. Ah, je vous ai fait une blague. Une petite blague. Allez, venez, on va tous ici, on fait des petits comme ça. Ah, mais j'aime bien. Venez, pour le générique, c'est bien de faire des petits trucs comme ça. Venez Norbert, avec votre belle chemise de crevard. Elle est très bien cette chemise. Allez.